bon, Pépère? Allez, les 10 sur le peloton. Oh là 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 là, oh là 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 là, quelle image! Et la joie du pistolero à l'arrivée. Et là, du coup, on va pouvoir se lancer dans la seconde partie dont le programme sera le classement général, voilà, ce qui va nous maintenir, je pense, encore pendant un bon petit bout de temps sur l'antenne. Et après, on fera une dernière partie, baroudeur, grimpeur, rouleur, voilà, tous les coureurs qu'on n'aura peut-être pas évoqués, bon, qui sera pas, à mon avis, très longue, mais bon, toujours est-il que passons à la lutte pour le maillot jaune, tout simplement, passons à cette longue liste de candidats pour le classement général, beaucoup trop longue, hein, pour être honnête, je sais même pas comment je vais réussir à... je vous le dis, j'ai 15 noms, 15 tours de table on a à faire, ça va être... interminable, mais ça veut pas dire que ça va pas être bon. Hein. Moi, j'ai envie d'attendre vos analyses sur tous ces coureurs là, parce qu'à chaque fois, il y a du débat à avoir. Et le premier nom que je vais évoquer, c'est quelqu'un qui sort du Giro d'Italia, c'est Tom Dumoulin, voilà, qui a décidé de disputer le Tour de France après sa deuxième place sur le Giro, quelque chose qui n'était pas forcément prévu au début de sa saison, mais il a décidé avec l'entourage de son équipe Sunweb donc de participer à la grande boucle et de viser le classement général. Bon, je pense qu'il y va quand même de façon très détendue, hein, parce que son objectif de l'année c'était le Giro, c'est terminé, donc voilà, il va se tester, disons. Mais est-ce que vous pensez que Tom Dumoulin a ses chances sur le Tour de France? Est-ce que vous pensez simplement qu'il va tenir en sortant du Giro, un Giro épuisant, on va pas se mentir, de faire quelque chose de général? Allez, Théo, je te lance. Eh ben, ouais, je pense que, en fait, enfin, vu la façon dont il se prépare, et c'est tellement millimétré, en gros, on va très vite savoir si il va jouer ou pas vraiment le classement général. On va très vite savoir. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de montagnes au début, du coup, on ne pourra pas très vite le savoir, mais genre sur la première étape, sur la première étape de montagne, on le saura, on sera fixé. Et du coup, j'attends. Je me pense que oui, je pense qu'il va le jouer et qu'il va même bien le jouer. Genre, je l'aurais mis plus haut parmi les favoris. Parce que sur sa capacité en fait à tout passer. Donc, du coup, moi, ça fait partie des gens que je vois bien passer les pavés. S'il y a des écarts, ça fait partie des gens que je vois à l'avant. Donc, ouais, je le vois bien dans le top 10, bien ancré dans le top 10 s'il joue effectivement le général. D'accord. Bon, voilà. Bon, après, t'évoques le fait qu'il se prépare de façon millimétrée. Voilà, comme on l'a vu par exemple sur le Giro, où il avait rien fait, entre guillemets, presque de sa saison. Et puis, il arrive sur le Giro, mais il est directement en forme. Sauf que là, j'ai quand même l'impression on est beaucoup moins dans la planification que sur le Giro, puisque c'était même pas prévu au départ qu'il fasse le Tour de France. Hein. Ou en tout cas, qu'il le fasse en faisant le général. Là, on a l'impression que c'est plus... C'est ça, tant qu'à faire, allons-y. Hein. Je pense que c'est ce qu'il se disait, en fait. Il se disait, après le Giro, on va voir dans quel état t'es. Si t'as bien récupéré, etc., on va te balancer sur le tour et on va voir ce que ça fait. Et si t'as pas bien récupéré, on va pas faire le tour, ou alors on va le faire en chasseur d'étape. Et du coup, ça veut dire, en tout cas à mes yeux, qu'il a bien récupéré et que, en tout cas, il se sent bien. Après, est-ce que c'est vraiment le cas? On ne sait pas. Et que il va tenter. Et ouais, non, moi je suis confiant plutôt. Ok. Et l'autre chose que j'aurais à retenir un petit peu contre lui, c'est le fait que son exercice de prédilection, le contre-la-montre, j'ai pas l'impression que ce soit un grand tour cette année, vu le parcours, où il risque de gagner beaucoup de temps. Comme on le disait, le seul contre-la-montre individuel qu'il y a, il fait que 30 km, et il est très accidenté, ce qui va permettre aux non-rouleurs de limiter la casse. Pas de faire jeu égal avec Dumoulin, oui, soyons honnêtes, si jamais Dumoulin est en forme. Mais en tout cas, ça sera, contrairement à un Giro où il prenait 1 minute 30, il a pris 2 fois 1 minute sur tout le monde, là ça va être compliqué de faire la même chose. Je sais pas ce que vous en pensez, Awen, Alex. Moi, honnêtement, je le mets dans mon 5. C'est un gars qui a prouvé sur ses deux derniers Giro qu'il n'avait pas forcément besoin d'un chrono pour se placer, pour gagner du temps. Et ouais, s'il a bien récupéré, c'est un peu comme ce sera pour le cas Froome après. S'il a bien récupéré, ça va être un gros client. Ok. Alex, ton avis sur le Hollandais? Je pense que tout a déjà été dit. Moi, je le vois, par contre, je vois juste pas jouer les top places au général, mais je le vois bien faire 8-9e. Voilà. Ok, un peu plus en retrait que tes collègues. Pas de souci. Du coup, passons à un autre nom qui était lui aussi sur le Giro, mais c'est pas le même. C'est un autre Yates, c'est Adam cette fois-ci, le coureur anglais de la Mitchelton. Voilà, Adam Yates,
Cette année, c'est quand même 4e du Tour de la Communauté de Valence, 5e du Tirreno, 4e du Tour de Californie et 2e du Tour récent Critérium du Dauphiné. Donc c'est un mec ultra régulier. En 2016, je crois qu'il a fait 4e du Tour de France. Donc de sacrées références. Donc voilà. Est-ce que vous pensez qu'un Yates qui avait tout affolé sur le Giro fera de même sur le Tour de France? Cette fois-ci, ce sera pas le même évidemment, mais est-ce que vous croyez à Adam du coup? Allez, Alex, je te laisse commencer. Ouais, moi pourquoi pas, moi je le vois bien claquer un top 5. Il avait déjà fini meilleur jeune, je pense, Ouais. il y a 2 ans. Ben, en 2016, ouais, il était meilleur jeune en 4e. Ouais. D'ailleurs, son frère l'a été l'année d'après. Il est sur une bonne série, il avait fait une grosse interruption parce que je sais plus s'il avait chuté ou s'il avait été malade. Mais il est revenu très fort, il a fait 2e du Critérium du Dauphiné derrière Geraint Thomas. Moi, franchement, j'y crois, franchement, j'y crois pour un top 5, voire un podium. Voilà. Ah oui, t'es très ambitieux, ok. Très optimiste. Je dois bien l'avouer que je l'ai mis assez loin dans ma liste des favoris, mais c'est vrai qu'en termes de régularité, il se pose là, et voilà, et clairement, il a quand même des références qui parlent pour lui, et ouais, j'aurais peut-être pu le mettre un peu plus haut, je dois bien l'avouer. Ouais. Théo, Owen, des avis sur l'anglais? Et ben, je suis juste un peu plus mesuré, on va dire, que Alex. Je le vois bien, voilà, il est très très constant, etc. Enfin, il est pas très offensif, on va dire, mais même s'il a été un petit peu, mais là récemment. Oui, des deux frères jumeaux, voilà, c'est celui-là qui est le plus suiveur. C'est ça. Et en même temps, normalement, enfin non, en fait, je dis des conneries. J'allais dire que c'est le plus puncher, mais même pas au départ, c'était Yates, enfin Simon. Du coup, ouais, non, je le vois entre. Allez, 6 et 8 à peu près. Après, où exactement, je sais pas. Mais voilà, 6 et 8 sans trop de soucis. Ok. Owen? C'est un client pour moi au top 5, mais il le sera pas. Parce que il sera un peu. Enfin, il sera entre 6, 10. Voilà, mais il pourrait prendre une place dans le top 5. Ça, c'est sûr. Bon, après, Ouais, il faut se rappeler aussi de la condition de. Enfin, la 4e place sur le Tour de France en 2016, c'était. Enfin, moi, à chaque fois, moi, je reviens pas. Parce que le souvenir que j'ai de ce Tour de France 2016 de Yates, c'est un mec qui est toujours à l'agonie, à la dernière place du groupe maillot jaune, mais qui est toujours là. Moi, ça m'avait impressionné et il termine 4e au final. Donc voilà, très impressionnant, mais bon, voilà. Disons que c'était pas, en termes de force dans les montagnes, c'était pas la plus impressionnante des performances qui nous avait sorti quand même. Mais bon, le résultat était là au final. Ok, bon ben voilà, tout le monde croit à la régularité de Yates et le voit terminer dans le top 10, voire mieux pour certains, ok. Je note. Du coup, je passe à Bob Jungels de la Quick-Step. D'ailleurs, ça sera, je pense, également le moment d'évoquer peut-être Alaphilippe, parce que, voilà, Alaphilippe, mine de rien, a fait un bon Dauphiné. Bon, même s'il a fait aussi... La moitié du temps, en fait, c'est Alaphilippe, c'est un coup sur deux en montagne. Des fois, il craque, des fois, il ne craque pas. Donc voilà, je vous poserai également la question, est-ce que Alaphilippe doit viser général ou est-ce qu'il va viser les étapes? Bon, même si à mon avis, là, je connais à peu près la réponse. Mais pour en revenir sur Bob Jungels, qui lui, véritablement, visera le général, cette année, c'est quand même 5e du Tour de l'Algarve et vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Et puis c'est tout, voilà. Récemment, sur les courses par étapes, c'est pas non plus ouf, mais bon, c'est quand même un type sur 3 semaines qui a quelques références. 8e du Giro en 2017 et 6e en 2016. Donc voilà, il a quand même 2 top 10 de Grand Tour dans les pattes. Donc qu'est-ce que vous pensez du Luxembourgeois? Et qu'est-ce que vous pensez aussi de ce que va faire Alaphilippe sur ce Tour de France? Allez, je laisse Owen commencer. Jungels, pour moi, il rentre pas dans le top 10. Je le vois absolument pas. Même jouer le général. Il a dit qu'il jouait le général. Oh bah clairement, je pense qu'il arrive sur le Tour de France pour jouer le général. Il a dit qu'il jouait et que c'était voilà, premier test sur le Tour de France et que c'était ouais, bah honnêtement, je le vois pas du tout prétendre à une place dans le top 10 au général. Et Alaphilippe, bah, il jouera pas le général non plus. Hein. Il a tout intérêt à aller jouer les étapes. Il peut en choper 2, 3, allez. Ouais, il en chopera, je pense, au minimum une. Ok, ouais, voilà, c'est quelque chose qu'il n'avait pas réussi à faire 2016, je crois, où il a multiplié les échappées sans succès malheureusement. Ok, Alex, Théo, votre avis sur Jungels et par extension sur Alaphilippe et ses prétentions pour le général? Bon bah,
À la Philippe, très sincèrement, moi le truc que je vois venir gros comme une maison, c'est qu'il va essayer de tenir au général jusqu'au moment où il craque. Voilà, parce qu'à la Philippe, mine de rien, on l'a déjà évoqué sur ce podcast, c'est un type qui est en haute montagne. On avait essayé d'analyser le problème, on savait pas si le problème c'était un problème de récupération ou si c'était un problème tout simplement en haute montagne, il avait tout simplement des limites. Mais bon, enfin, sur le récent Dauphiné, il a montré que quand même en montagne, il arrivait à suivre. Mais voilà, on sait que des fois, il a tendance à craquer. C'est sans doute un problème de récupération, donc là, sur 3 semaines, ça sera sans doute compliqué pour lui. Votre avis, du coup, sur ces deux hommes de la Quick Step qui vont viser le général? Allez, je lance Théo en premier. Sur Jungles, ouais, je suis un peu comme Owen, enfin, je pense qu'il va jouer le général par contre, mais j'ai du mal à le voir dans le top 10. Il est gaze en montagne, hein, faut le dire. Tout à fait d'accord. Non, voilà, il va être régulier, on le sait, mais il va pas être régulier dans les 10, il va être régulier dans les 15, dans les 15-20, mais pas beaucoup plus, quoi. Donc, ouais, pour Jungles, je m'attends pas à grand chose, une 13, 14, 13, allez, 12e place. 12e place, je dirais. J'espère qu'il me fera mentir parce que j'aime bien, mais concernant la Philippe, j'espère vraiment qu'il ne joue pas, qu'il n'essaye même pas et qu'il ne pense pas au général, qu'il se fasse lâcher et qu'il perde du temps sur n'importe quelle étape où il peut. Et comme ça, il aura la liberté qui lui est nécessaire en fait pour gagner une étape du Tour de France. Parce que voilà, en montagne, avec les meilleurs, il ne pourra pas les battre, mais en échappée, il fera clairement partie des tout meilleurs. Enfin, ça dépend si Roglic joue les échappées aussi. Mais voilà, il ferait partie vraiment des tout meilleurs. Et bah j'attends je l'attends. Moi, je le vois bien craquer 2 étapes. Une étape en costaud, genre un mur de Bretagne, un truc comme ça, et une étape en échappée. Bon, après, très sincèrement, moi je le vois pas. Je le vois pas perdre de temps directement. Moi, je vois la Philippe faire comme il est l'habitude, c'est-à-dire essayer de tenir jusqu'au moment où il n'y arrivera pas, parce que c'est un truc qui est redondant maintenant dans sa carrière, c'est que en haute montagne, des fois, il arrive à sortir des grosses perfs, il arrive à avoir un très bon niveau, mais c'est sur la régularité qu'il n'arrive pas à passer un cap. Donc voilà, moi je le vois tenir. Ouais. Je pense qu'il risque d'être dans le top 10 du général pendant presque 2 semaines, vu que la première étape de montagne arrive après 10 jours de course. Et après il craquera. Limite, je pense qu'on le verra sur les Pyrénées, aller dans les échappées, parce qu'il aura craqué à ce moment-là. Mais très sincèrement, j'ai bien peur qu'on le voit essayer de tenir le plus longtemps possible, comme il en a l'habitude, et malheureusement, comme ça se termine souvent mal. Pas ça bien, quoi. Enfin, c'est juste qu'en fait, il va lâcher des forces pour rien. Et ouais. ça peut être des forces qu'il aurait pu mettre dans des échappées, en fait. J'espère me tromper après. Voilà, genre moi franchement, faut voir s'il est assez sage et bien entouré pour penser comme ça. Mais je pense que voilà, le moyen vraiment le plus optimal pour lui serait de laisser aller au début et vraiment se focaliser sur les victoires d'étape, quoi, parce que c'est ce qui correspond mieux. Alex, ton avis sur Jungles et Alaphilippe, un des rares coureurs français que tu aimes bien? Ouais, Jungles, pareil, je le vois pas jouer le top 10 ou alors peut-être 10e. Au mieux 10e. Sur un malentendu, ça peut passer. Mais c'est aussi son premier vraiment grand tour. Depuis le Giro, il avait fini 6e. Je sais plus quelle année, c'était l'année où Nibali avait gagné, je crois. Il fait 6e en 2016 et il fait 8e l'an passé. Donc l'an passé, il termine dans les 10 premiers du Giro. Mais bon, voilà, d'où est sorti le fameux Jungles et Gaze en montagne. Mais il fait 8e du Giro en étant littéralement en 3e rideau sur toutes les étapes de montagne, sauf une ou deux. Et je sais pas par quel miracle il a réussi, parce qu'après il a perdu. En fait, le truc c'est qu'il a perdu 0 temps après sur le plat, etc. Et je sais pas par quel miracle il est arrivé à se trouver 8e du général, sachant le niveau qu'il avait dans la hiérarchie en montagne sur ce Giro-là. Mais bon, voilà, c'est ce qui m'avait eu, d'ailleurs, je l'assume, des railleries, parce qu'au final, il est présent dans le top 10, donc il s'est pas raté finalement. Mais son niveau en montagne était clairement pas en accord avec la place qui décrochait au général. Hein. Quand vous regardez ses places sur les étapes de montagne du Giro, il termine entre 15e et 20e, sauf sur 2-3 trucs. Il n'y a rien de vraiment glorieux, quoi. Voilà. Bon, voilà. Concernant Jungle, c'est ce qui fait me dire que je suis un peu d'accord avec vous tous en disant que voilà, il sera certainement pas très transcendant en montagne. Et vas-y, Alex, je te laisse continuer du coup sur. Ouais, voilà, donc Jungles 10e au mieux. Et Alaphilippe, les 2 étapes bretonnes, sinon rien. Franchement, je pense que c'est les seules étapes où il peut gagner. S'il gagne pas là, il gagnera jamais. Voilà, c'est tout. J'espère qu'il jouera pas le général parce qu'il y aurait aucun intérêt pour lui de le jouer. Il a déjà prouvé que sur le général, il tenait jamais plus d'une semaine ou deux.
Je pense que pour lui, chasseur d'étapes, surtout avec un plateau comme ça, ce serait mieux. Aller chercher ça en étape sur le Tour de France. Sur une étape comme Quimper ou Mur de Bretagne, où l'une est un mini Liège-Bastogne-Liège et l'autre est une mini Flèche Wallonne, ça lui conviendrait parfaitement. Et s'il pouvait aller claquer une de ces deux-là, à mon avis, ce serait le mieux pour lui. Et je ne vois pas vraiment d'autres opportunités pour lui d'aller chercher une autre étape. Voilà. Ok. Du coup, on enchaîne. Passons du coup à Bauke Mollema, coureur de la Trek. Bauke Mollema, plutôt régulier cette année, 4e Tour de l'Algarve, 2e de la semaine copie Bartali, 7e du Tour du Pays Basque, et récemment 12e Tour de Suisse. Bon voilà, c'est régulier, mais ça reste soit des courses de seconde catégorie, soit disons dans un second rideau sur le World Tour. Qu'attendre d'un Mollema qui est une nouvelle fois leader sur le Tour de France, mais Mollema qui est habitué au craquage en 3e semaine après 2 premières semaines impressionnantes. Est-ce qu'il va nous refaire le cours cette année? Est-ce que... Enfin, très sincèrement, même faire 2 premières semaines très bonnes, j'ai du mal à le voir tellement il semble plus capable de faire ça. Enfin, je sais pas, même si il était très fort, c'était l'an dernier sur le Ventoux, ou il y a 2 ans, où il avait gagné l'étape et tout. Enfin bon, qu'est-ce que vous pensez du Hollandais? Allez, Alex, je te laisse commencer. Absolument Très bien. Voilà, c'était clair, concis, pas jouer le général, voilà. Ok, Mollema, Voilà. 0 pointé pour toi, ok, très bien. Ouais, voilà, franchement, Moi, c'est définitif. 17e, 18e du général. Ah oui, d'accord. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui sont moins extrêmes? Awen, peut-être? Il pourrait également prétendre à une place dans le top 10, mais j'y crois pas non plus. Il est capable de, comme il a fait les dernières avec le Puy-en-Velay, de faire des gros exploits, parce qu'il avait résisté à l'échapper avec plan de face pendant plusieurs kilomètres. Il est capable d'aller chercher des étapes comme ça, et non, jouer le général pour faire 8e, ça sert à rien pour lui. Faut vraiment qu'il fasse comme, je sais pas, comme par exemple Alaphilippe, aller chercher des étapes à droite à gauche, plutôt que de jouer le général en sachant qu'il arrive jamais. Ouais, alors je sais pas alors j'ai complètement halluciné. J'avais souvenir d'un Mollema super fort sur le plateau sur le Oui, en 2000, sur le Ventoux, mais c'est 2016, c'est ça? C'est pas 2017 peut-être? Ouais, 2016 où d'ailleurs il était quasiment maillot jaune, il me semble, avant le. Ouais, il était 2e du général avant que. Ah voilà, c'est bon, oui, c'est ça, ouais, c'est ça. En fait, il termine 10e de l'étape parce qu'il y avait des échappés sans doute devant. Ah, Oui, et puis après, c'est ça, voilà, il y avait sur le De podium, Gendt, Powell, etc. Voilà, donc c'est bien ça. J'avais pas rêvé. il était sur le podium, et après il a chuté, puis il était malade et il a perdu. Bon, après, c'est du classique Mollema, hein, c'est-à-dire que voilà, il est très fort, et puis 3e semaine, et dommage. Du coup, Théo, on t'a pas entendu sur le Hollandais? Et moi je pense que il va jouer le général, hein. Ça serait pas bête de faire les étapes, mais il va jouer le général et un fond de top 10 ou 11e. Je le sens, comme d'hab, plutôt être pas dégueu sur les 2 premières semaines, et puis au fur et à mesure se désagréger et perdre toutes ses places, comme il le fait tout. Je vois le scénario habituel de Mollema. Ouais. Bon, après, Mollema, le fait qu'il joue le général, je pense que il y a pas vraiment de question à se poser, parce que même justement, on est en train de parler pour l'an prochain, limite, il voudrait quitter la Trek, parce que la Trek a envie de recruter un gros coureur de grand tour, et qui donc lui prendrait la place de leader. Et lui, il veut absolument continuer à jouer le Tour de France en étant leader, visiblement. En tout cas, c'est ce qui se dit. Et donc, il envisagerait de quitter la Trek justement pour rester dans une équipe où il serait leader absolu sur les courses par étapes. Bon, voilà. Bon, je sais pas quelle équipe pour le Tour lui proposera ça, hein, parce que bon, voilà. Peut-être que c'est un petit peu trop ambitieux de sa part, mais bon. Très bonne question. Du coup, enchaînons avec un nouveau coureur. Dan Martin, auteur d'un début de saison très en deçà de ses ambitions. Lui qui est resté sur 2 ou 3 saisons absolument monstrueuses, où il était tout simplement incroyable de régularité dans la performance, toujours dans le top 5 des courses World Tour qu'il faisait, et mais tout simplement, il avait fait combien 5e ou 6e de Tour de France l'année dernière, il me semble. Évidemment. 6e du Tour. Ouais, voilà, 6e du Tour de France l'an dernier. Donc voilà, il restait sur 2 saisons, 2017-2016, absolument monstrueuses. Et cette année, l'arrivée chez UAE, comme beaucoup de coureurs qui sont arrivés chez UAE finalement, c'est un peu plus compliqué, même si, bon, il s'est raté sur les Ardennaises. Il a fait 10e du Tour de Romandie, et récemment, il vient de faire 4e du Dauphiné. Donc on sent que la montée en puissance est là. Donc
Est-ce que vous pensez qu'elle va se poursuivre sur le Tour de France? Est-ce que vous pensez que ça va être un candidat sérieux au top 5, voire mieux? Awen, je te laisse commencer sur l'Irlandais. Si il survit à la première semaine, ce qui n'est pas du tout évident. Oui, pour gros moi, potentiel oui. de chute, le Dan Martin. Pour moi, oui, il peut clairement aller taper le top 5. Parce qu'il est monté en puissance tout au long de l'année et jusqu'à sa victoire à Valmorel sur le Dauphiné. Et ouais, je le vois bien encore monter en puissance petit à petit et espérons qu'il n'ait pas de chute ou de crevaison ou je ne sais quelle. Oui, voilà, parce que Dan Martin, un des plus gros poissards du peloton, quand même, on va pas se mentir. Après, c'est d'ailleurs à se demander, vu le nombre de fois que ça lui arrive, si c'est vraiment de la poisse. Comme voilà, au bout d'un moment, quand ça arrive trop de fois, là, c'est plus seulement de la malchance, c'est autre chose. Ouais. Mais bon, voilà, c'est clair et net qu'il n'a pas été verni. Est-ce que ce sera le cas à nouveau sur ce Tour de France? Toujours est-il que voilà, la montée en puissance, comme tu le dis, elle a l'air de se profiler pour le Tour de France. À voir ce que ça donnera en juillet. Théo, ton avis sur la question? Et ben, plutôt pareil que Awen, c'est que je le vois, voilà, monter en puissance, faire un beau Tour de France, s'il survit bien sûr la première semaine, s'il survit au pavé, s'il survit un peu à tout. Mais je le vois pas dans le top 5 par contre. Je le vois, ouais, 6, 7ème, un peu comme Adam Yates en fait. Les deux, je les vois à peu près même niveau, c'est-à-dire 6, 8, je sais pas trop où, mais bien, mais pas assez pour battre les meilleurs. Bon, bah, la différence entre Adam Yates et Dan Martin, c'est que Dan Martin, il attaque, hein, et c'est plutôt très offensif. Hein. Oui. Voilà. Oui. Mais il est moins constant. Alex, ton avis? Oui, moi, à peu près pareil. Je vois bien Daniel Martin faire une bonne fin. Ben, pareil que tout le monde, s'il passe la première semaine sans encombre, je le vois bien même pouvoir claquer une étape à un moment. Je sais pas laquelle, mais je le vois bien remporter une étape quelque part. Et au général, pareil, je le vois bien finir 6, 7, 8e. Je vois pas à la lutte avec les meilleurs, mais presque. Voilà. Ok. À l'image d'un Main Thiès l'année dernière, avec un peu plus de panache. Enfin, beaucoup plus de panache, j'espère, quand même, s'il te plaît. Mais bon. Ok, bon, je vois qu'on est à peu près. Enfin, tout le monde est d'accord sur Dan Martin. Ok, bon, ben voilà. Il n'y a pas vraiment de débat sur ce coureur. Du coup, on va enchaîner. Un coureur très régulier cette année, Rafał Majka, coureur de la Bora, 5e à San Juan, 5e à Abu Dhabi, 6e en Californie, 6e en Slovénie. Ben voilà, il est sur des. C'est un véritable métronome, voilà, il se prépare pour le Tour de France et il a l'air d'être en forme. Voilà, bon après, ça reste Rafał Majka, ça reste le Rafał Majka qui va jouer le classement général, à savoir un suiveur de hors catégorie, comment on va dire, hein. Hein, le fameux, voilà, surnommé sur le podcast le cancer, hein, voilà, c'est l'homme, c'est Two-Face hein, dans Batman, hein, c'est ça, là, c'est l'homme qui est super attaquant quand il vise les étapes et le maillot de meilleur grimpeur, et qui n'en rame pas une quand il vise le général. Bon voilà, lequel de visage on verra en juillet. Vu qu'il vise le général, j'ai bien peur que ce soit le plus mauvais des deux. Votre avis sur le Polonais? Allez Alex, je te laisse commencer. J'ai arrêté d'y croire au général pour Maïchka parce qu'à chaque fois qu'il vise le général, j'ai l'impression qu'il l'avait visé l'année dernière sur le Tour de France, si je me trompe pas, c'est ça? Mais Enfin, il avait il chuté. avait une grave chute. Ah, il a chuté. Ouais, il avait chuté sur tout le Ouais, ventre, ouais. etc. Là, enfin, c'était un truc Mais dingue. bizarrement, moi je le vois pas pouvoir jouer la gagne, Rafał Maïchka. Je le vois bien un contender pour le top 5, mais jamais jouer la gagne. Par contre, il faut vraiment que s'il claque ce top 5, il va clairement pas faire du vrai cyclisme. Faut pas se mentir, il va jouer comme il a fait sur le Giro, comme il a fait sur la Vuelta en ne faisant absolument rien, et ça va juste être chiant à voir. Donc j'espère pas que ce sera ce visage-là de Maïchka qu'on verra. Ouais, mais je crains que malheureusement. Awen, Théo, votre avis sur le Corbora? Bah, perso, moi, pour moi, ce Tour de France, les suiveurs, ils vont prendre une claque. Avec les étapes qu'il y a. Et bah, lui, je le vois, allez, 9e grand max, mais il sera dans le top 15, quoi. Honnêtement, et j'espère d'ailleurs qu'il va prendre une grande claque en suivant. Parce qu'il mérite un petit peu. Il est capable de beaucoup mieux. Et il l'a déjà prouvé. Ok. Théo? Eh ben, j'ai du mal à le voir, moi. Je le vois, ouais.
À peine dans le top 10, même pas. Je le vois un peu comme Mollema en fait, à peu près à la même place que Mollema. Je classe, je fais comme toi, je classe par groupe, je fais des petits groupes de joueurs, De coureurs. package. Ouais, voilà, des petits packages. Et lui, je le mets dans le package du Mollema, c'est-à-dire autour de la 10e place, une place en dessous, une place au-dessus, par là. Voilà. Et Ok, en ok. termes d'offensif, je le vois jouer le général, donc je le vois ratonner comme Voilà. ça. Voilà. Pas de surprise. C'est dingue, on tombe tous en dépression quand on évoque Maeshka, hein, c'est incroyable. Il y a des coureurs comme ça, Maeshka, Menciès, ou de suite. T'as pas grand chose à dire. Hein. C'est ça, voilà. Ok, bon, bah du coup, ne nous attendons pas sur ce coureur. Ok. Visiblement, tout le monde est à peu près d'accord qu'il va viser le général et que malheureusement, ce ne sera pas du grand cyclisme. Mais que ça terminera sans doute dans les 10 premiers, plus ou moins haut selon les avis. Toujours est-il que, on va passer peut-être à des coureurs un petit peu plus intéressants. Surtout que c'est 2 coureurs là que je vous propose, voilà. On retrouve les packages hein, que tu évoquais, Théo. Puisque c'est du côté de la Lotto NL, là, c'est tout d'abord Kruijswijk. Kruijswijk qui est annoncé leader de l'équipe. Kruijswijk qui a annoncé vouloir viser le général sur le Tour de France. Bon, ben voilà, pourquoi pas. Kruijswijk cette année, c'est 7ème de la Ruta del Sol, c'est 8ème en Catalogne, c'est 6ème en Romandie, c'est 8ème en Suisse. Bon, voilà. Bon, rien de non plus transcendant, mais bon, on sait que Kruijswijk, il est capable des fois d'élever son niveau de façon assez incroyable. Peut-être que ce sera le cas sur le Tour de France. Bon, affaire à suivre. Mais surtout, ce qui est intéressant avec Kruijswijk, c'est qu'il a dans son équipe un certain Primož Roglič. Primož Roglič qui a abordé la saison en disant qu'il allait disputer le Tour de France, mais qu'il n'avait pas visé le général. Sauf que, depuis qu'il a annoncé ça, il a quand même fait, 6ème du Tour de Valence pour lancer sa saison, mais surtout derrière, il a enchaîné victoire sur le Tour du Pays Basque, sur le Tour de Romandie et sur le Tour de Slovénie. Autant vous dire qu'il est assez monstrueux, hein, pour pas dire autre chose. Donc la vraie question que je vais vous poser, c'est tout d'abord, Kruijswijk, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire sur ce Tour de France? Et surtout, est-ce que le Roglič va jouer le général ou est-ce qu'il va se contenter de faire ce qu'il avait prévu en début de saison, à savoir jouer les étapes comme il avait fait l'an passé, d'ailleurs il avait gagné une étape. Voilà, c'est le Roglič, moi sur ma fiche, il y a un point d'interrogation énorme à côté. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cet homme? Le général ou être électron libre ou pourquoi pas, voire même aider Kruijswijk sur l'étape de montagne. Je vous attends. Allez, je lance Awen en premier sur la doublette de la Lotto. Déjà, pour moi, Roglič, il doit jouer le général. Il peut être la grosse surprise du classement général. Il est capable de prendre le top 5 avec ce qu'il réalise pour le moment, où il chaîne parfait. Tout ce qu'il faut, et Kruijswijk, c'est un peu une déception, quoi. Il a fait un bon Giro qu'il aurait pu gagner, mais après il a du mal à confirmer ensuite. Ah bah oui, c'est sûr, Kruijswijk, comme je disais, sur son Giro 2013, je sais plus quelle année c'était, il est effectivement, il semble parti pour la victoire, et malheureusement, il y a un petit mur de neige qui l'empêche d'aller au bout, mais bon voilà, et effectivement, depuis, il n'a jamais réussi à atteindre le niveau qu'il avait cette année-là, mais bon, c'est un petit peu, voilà, c'est Kruijswijk, à chaque fois qu'on l'évoque, on se dit, pourquoi pas qu'il retrouve ce niveau? On est toujours dans les suppositions, parce que si c'est le cas, on peut se dire que ça peut être un contender pour la victoire finale, tellement il semblait surpuissant cette année-là sur le Giro, mais il faut se rendre à l'évidence que depuis, il n'a jamais affiché un niveau de performance similaire, donc effectivement, c'est difficile de faire non plus, de prévoir ça de son côté, quoi. Du coup, allez, Alex, je te laisse enchaîner sur la doublette hollandaise. Bizarrement, moi je vois bien Steven Kruijswijk cette fois-ci assumer le leadership et Primož Roglič vraiment partir pour chasser les étapes parce qu'il y a beaucoup de profils qui lui correspondent. Surtout que Roglič, voilà, il a déjà eu sa chance en quelque sorte. Kruijswijk, j'ai l'impression que sa saison est centrée autour du Tour de France, donc je vois pas vraiment l'Auto-NL lui enlever ça. Je verrais plutôt Roglič sur le Giro, pardon, pas sur le Giro, sur la Vuelta s'il l'a fait. Et je vois aussi pour Roglič le dernier chrono qui est un peu taillé pour lui. Du coup, voilà, moi je vois Kruijswijk leader et Roglič soit en équipier, soit en chasseur d'étape. Je pense que équipier serait assez efficace pour la première semaine et ensuite électron libre en montagne pour aller claquer des victoires ou alors sur le chrono si ça marche pas. Et pour la place de Kruijswijk, je verrais pas loin entre la 6 et la 10e place. Ok. Bon, et moi de mon côté, je me corrige parce que j'ai quand même complètement fumé. J'ai dit que son très bon Giro c'est 2013, alors que c'était 2016. Hein. J'ai fait. Ah, t'avais dit 2013. Ah ouais, non, j'ai complètement fumé.
Voilà. C'était beaucoup plus récent, voilà. Donc c'est pour ça. Ça fait 2 ans qu'on attend qu'il retrouve ce niveau, mais que ça fait 2 ans qu'on attend. Donc pourquoi pas sur le Giro, hein, visiblement, sur le Tour de France, je veux dire. Visiblement, Alex a l'air d'espérer l'entrevoir, ce niveau de performance. Qu'en est-il, Théo, de ton côté? Alors, déjà sur Roglic, bah, c'est quand même enfin, c'est comme toi, moi c'est pareil, c'est un gros point d'interrogation. J'aimerais vraiment quand même beaucoup le voir jouer le général, parce que bah, déjà en fait il a 28 ans, et s'il compte un jour essayer de jouer le général et remporter un grand tour, bah faudrait commencer à s'y mettre, quoi, parce que là il a 0 expérience en tout cas en tant que contender au général. Mais voilà, donc c'est un truc que j'aimerais bien. En plus, j'aime bien le coureur, donc s'il fait une bonne place, ça serait cool, quoi. Et concernant Kruijswijk, alors personnellement, je le vois pas très haut. Je le vois fond de top 10, un truc comme ça, ou peut-être même pire. Mais je pense que c'est un des gars qui peuvent faire une très grosse surprise et claquer un top 5 ou un podium comme ça sans que personne l'attende. Ça fait, ouais, ça fait genre un peu comme Uran l'année dernière, personne n'attendait vraiment. Et bim, il claque un très gros truc. Ok, Je pense ok, que, bah voilà. c'est dans ce style-là. Voilà, bah, comme d'habitude, quand on évoque Kruijswijk, c'est-à-dire que voilà, on est depuis 2 ans, on est sur le pourquoi pas. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est le terme qui le suit depuis son Giro, quoi. Ok, bon. Passons, enchaînons avec un coureur bah, que personnellement, moi je le dis depuis quelques mois maintenant sur le podcast, je l'aime de plus en plus, ce coureur. Ce coureur, c'est Ilnur Zakarin, cet homme aux stratégies de course imprévisible. Je pense que le terme qui convient, c'est imprévisible. Et c'est d'ailleurs ça qui me fait beaucoup l'aimer, et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait dire en début de saison que Zakarin serait la clé de l'énigme de juillet. Voilà, ça serait lui qui débloquerait les situations. Non pas que ce serait lui qui potentiellement serait là pour la gagne, mais il a une telle science de la course bien à lui qu'il est capable de faire gagner ou perdre le tour à des coureurs qui fait plutôt, il est capable de faire gagner le tour à des coureurs qui vont partir avec lui dans des offensives des fois un petit peu ballsy, on va se dire. Seulement Zakarin, depuis le début de saison, c'est pas trop ça. Zakarin, c'est 10e seulement du Dauphiné et c'est une première partie de saison assez fantomatique. Voilà, alors, moi je me rassure en me disant que justement il mise tout sur le Tour de France et qu'il a préparé son truc au millimètre et que du coup il va tout arracher en juillet. J'ai envie de croire ça, mais néanmoins il faut se rendre à l'évidence que voilà, pour l'instant, sur son année 2018, il n'a pas donné d'énormes garanties. Donc, quel est votre avis sur le coureur russe? Est-ce que vous pensez comme moi que c'est un type qui va dynamiter la course? Allez, je te laisse commencer, Awen. Zakarin, ouais, bah, pour moi il est 7ème. Il terminera 7ème. Il sera. Il est pas au niveau des top. Et pour moi, il y en a 4 qui sont au-dessus du lot. Et ouais, il sera juste en dessous d'eux, dans les eaux des Yates, pourquoi pas d'ailleurs Roglic, des Dan Martin. C'est un peu dans ces eaux-là, moi. Ok, bon voilà. En fait, du coup, tu le vois un petit peu, mine de rien, presque continuer sur son début de saison qui est... Ouais, présent, voilà. à l'offensive, et puis... Voilà, son début de saison qui est difficile, on va dire, contrairement à ce qu'il avait montré les années précédentes. Bon, voilà. Allez, Théo, je te laisse enchaîner. Eh ben, je vais être plus optimiste, moi. Ah, merci. Ouais, bah, je suis un peu comme toi, en fait. Ouais, je pense qu'il va être vraiment très intéressant à regarder et qu'il va faire un bon résultat. Déjà, on voit par exemple par rapport à l'année dernière que sur les courses d'une semaine, il n'avait pas été fou non plus, hein. En 2017, s'il avait pas gagné, s'il avait fait 6ème, sinon il avait abandonné sur la Catalogne, 15ème de Romandie et 11ème de Pologne. Et 23ème d'Autriche, mais bon là c'était vraiment une course de reprise. Du coup, on peut se dire que... et quand on voit ses résultats en grand tour, c'est-à-dire 5ème du Giro et 3ème de la Volta, on peut se dire que il peut faire un truc bien. Donc ouais, moi je vois pareil, genre qu'il a préparé son coup, qu'il est focus sur le Tour de France et que il fasse un très beau Tour de France en fait. Et pourquoi pas le podium, voilà. J'ose le dire, pourquoi pas le podium. Non mais je n'ai pas été aussi ambitieux quand on fera les pronostics, mais je suis quand même pas très loin. Voilà, ça fait partie de ces coureurs. Moi je suis ambitieux. Fait partie de ces coureurs, voilà. Malgré qu'il a tout pour être détesté par les suiveurs de vélo. Il est russe, il est dans une équipe Katyusha, il a un passif. Et pourtant, il est dégueulasse sur le vélo. il a tellement de choses contre lui. Et pourtant, son attitude en course est tellement en décalage par rapport au côté très complètement aseptisé
qu'ont la plupart des coureurs actuels, que ben voilà, j'en suis amené et je me surprends moi-même à beaucoup apprécier ce coureur. Alex, ton avis sur Zakharine? Ouais, je vois pas trop jouer le général, je verrais plutôt un chasseur d'étape candidat au maillot à poids. Moi. C'est bizarre parce que Zakharine, il a prouvé qu'il pouvait jouer le général dans beaucoup de situations. Je pense aux Pays Basques qu'il avait gagné. Et c'est à peu près tout. La Enfin, Romandie. La Romandie, il a gagné aussi. La Romandie, merci. Et il a fait 5e sur le Giro, 3e sur la Vuelta déjà. Le Tour, c'est un peu celui qui me manque à son palmarès. Ça dépend dans l'état de forme dans lequel il vient dessus. S'il vient en tant que leader, il peut très clairement le parcours l'avantage, j'ai envie de dire. Et il peut très clairement, s'il a axé sa préparation autour du Tour de France. Ah mais c'est le cas, hein, clairement, c'est un truc qu'il a annoncé. C'est un truc qu'il a annoncé, c'est que cette année il visait sur le Tour. Voilà, et c'est ce qui d'ailleurs, c'est ce à quoi je m'accroche en tant que quand même suiveur un petit peu de Zakharine, c'est que j'explique son début de saison complètement pourrave sur le fait qu'il mise tout sur le Tour de France et que ça sera la course sur laquelle il sera vraiment au top, quoi. Bon, s'il mise tout, à mon avis, il peut aller chercher le top 5. Mais il faut qu'il soit en forme, quoi. Parce que sinon, ça va être trop dur pour lui. Mais top 5, ça me paraît pas utopique. Voilà. Et sinon, moi, à mon avis, ce qu'il devrait faire, c'est venir en chasseur d'étape parce que là, il y a à faire pour aller chercher un maillot à peau. Mais voilà. Bon, très sincèrement, j'ai du mal à le voir venir en chasseur d'étape. S'il se rate dès la première étape de montagne et que finalement il n'est pas en forme, oui, effectivement, comme tous les leaders qui se ratent sur le général, il se rabattent sur les étapes. Mais sinon, j'ai du mal à le voir ne pas tenter le général. C'est clairement pour ça qu'il a préparé sa saison. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il a une approche à la Nibali, hein, c'est-à-dire où il va être complètement invisible sur les courses de préparation et il va être bon le jour J sur la course qu'il faut. C'est comme le disait Théo, le fait que l'année dernière, par exemple, sur les courses de préparation de la Volta ou du Giro, il était vraiment pas présent, et que sur les 2 grands tours, par contre, il a répondu présent, enfin, avec 2 top 5 et même un podium sur la Volta. Voilà. Bon, là, je dois avouer que peut-être mon objectivité n'est pas totale sur ce coureur, très sincèrement. Je vais être honnête. Ok, bon. Mais je me rends compte que j'arrive à transmettre mon enthousiasme et que vous le voyez assez haut tous, donc je suis content. Très bien. Bon, enchaînons du coup avec un nouveau coureur, hein, et je me rends compte que je suis seulement à la moitié de ma liste, c'est incroyablement long. Il y a trop de monde sur Tour de France, hein, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'on va vite en plus. Oui, bah, mine de rien, en termes de timing, on est sur un bon rythme, on va pas se mentir. On va essayer de maintenir ça. Même si plus on va se rapprocher des gros coureurs, plus je pense on va devoir délayer dessus, donc peut-être qu'on aura un peu plus de mal sur la fin de garder ce rythme. Mais pour l'instant, on est sur des bonnes bases, je te rassure. Jakob Fuglsang, non, Jakob, dites-le moi, c'est vous les spécialistes en prononciation, c'est certainement pas moi. Fuglsang. Ouais, voilà, Fuglsang, coureur danois d'Astana, qui, on l'avait évoqué en début de saison, qui enfin, en 2018, a le statut de leader dans son équipe. Voilà, il a toujours été barré tout au long de sa carrière par des coureurs, que ce soit Contador, que ce soit Haru, Nibali, etc. Et ça y est, il est enfin leader et ben mine de rien, il en fait pas n'importe quoi parce que pour l'instant, il est super régulier. Alors, il gagne pas, il gagne des étapes, mais il gagne pas au classement général, mais il gagne pas, mais il fait 3ème du Tour de la Communauté de Valence, il fait 4ème de la Ruta del Sol, il fait 4ème en Romandie, il fait 2ème en Suisse, notamment où il était sans doute un des plus forts montagnes avec Nairo Quintana. Donc voilà, il a monté de très belles choses, et là il aborde ce Tour de France en tant que leader de son équipe. Qu'attendre du Danois qui pour l'instant, c'est l'année ou jamais pour lui de saisir son statut de leadership avant de pourquoi pas être remplacé par un autre coureur chez Astana, parce que j'ai l'impression qu'ils vont être un peu actifs sur le marché des transferts. Enfin bon, bref. Qu'attendre de Fuglsang. Allez, je vais lancer Théo. Eh ben, bizarrement, malgré la saison qu'il fait et tout, j'en attends pas grand-chose. Je me dis que ça va pas bien se passer pour lui. Je sais pas, en fait j'ai un mauvais pressentiment vis-à-vis de lui. Je sais pas si ça sera son niveau ou qu'il aura pas de chance, mais je le sens pas. Je le sens, je sens qu'il va merder quelque part et que je le vois même pas dans le top 10 en fait. Je le vois vraiment. Ah ouais. Je le vois vraiment loin. Genre je le vois craquer. Alors que pourtant, normalement, la saison qu'il fait parle pour lui et va dans son sens. Mais là, j'ai de l'appréhension et je me dis que ça va pas bien se passer. Voilà, j'espère pour lui que ça va pas se vérifier et qu'il va faire un bon truc, hein. Mais voilà, en fait, je me base sur rien du tout, mais juste, voilà, c'est juste du ressenti, quoi. Ouais, bah c'est vrai que Fuglsang,
lui aussi a un potentiel de chute ou de pépin assez important hein, dans son historique. On se souvient l'année dernière où tout simplement il chute et il s'est cassé c'était au niveau de l'avant-bras, je crois qu'il avait une blessure, un truc comme ça. Il a essayé de tenir une étape, mais finalement il a dû abandonner, alors qu'il était très bien passé au général. Donc il fait partie de cette catégorie de coureurs avec Dan Martin, avec même Zakharine. On l'a pas forcément évoqué, mais Zakharine a tendance également à chuter. Donc voilà, Zakharine, Mollema, Zakharine, Mollema si on pourrait presque le mettre dedans. J'ai fait une petite shortlist comme ça de ces coureurs, donc Zakharine, Dan Martin, Fuglsang, Mollema, Richie Porte. Voilà, j'avais toute une liste de mecs capables de chuter à n'importe quel moment, dans n'importe quelle étape. Il en fait partie malheureusement, donc attention à ce côté-là du côté de Fuglsang. Alex, ton avis sur le coureur Astana? Ouais, moi, bizarrement, j'en attends plus de Fuglsang, vu la saison qu'il commence à faire. Il a été super régulier et tout. Moi, franchement, j'attends qu'il claque son top 10. Et pourquoi pas plus. Mais en tout cas, j'attends pas vraiment qu'il soit à la lutte avec les meilleurs, sauf sur certaines étapes. Qu'il soit un peu irrégulier sur le Tour de France. Pas vraiment régulier dans sa place, mais qu'il fasse une fois deuxième et une fois dixième, en gros. Donc moi, je l'attends plutôt dans les fonds entre la 6 et la 10e place, un peu comme un Zakharine ou d'autres coureurs que nous n'avons pas encore cités. Ouais, décidément, il y a beaucoup de coureurs qui sont entre 6 et 10. Hein. Je vous rappelle qu'il n'y a que 5 positions dans ces... J'ai l'impression que tout le monde met tout le monde là-dedans. Quoi. Awen, t'es le dernier à passer sur le coureur danois? Il va faire 7ème comme Zakharine, même place. Non mais honnêtement, c'est pareil que Zakharine, je sais pas. C'est dans ces eaux-là, quoi. Mais il y a tellement de monde à pouvoir attendre à ces places, du coup, je sais pas trop qui placer. Mais voilà, ouais. Ce sera à peu près dans ces eaux, 7, 8. Ok. Et Fuglsang, quand même, je tiens à préciser que il est très régulier cette année, mais surtout, là où il est impressionnant, c'est qu'il arrive toujours à s'en sortir, à faire des bons classements. Je pense au Tour de Romandie où il n'était pas forcément très bien placé, et il arrive à faire un joli coup sur l'étape 4 et qui remporte, et du coup, il fait une énorme remontée au général. Pareil sur le Tour de Suisse où son équipe termine avant-dernière, je crois, du contre-la-montre par équipe. C'est catastrophique. Ouais, c'est le meilleur en montagne. Voilà, et après derrière, il arrive à remonter grâce à sa performance sur l'étape 7 où pif, d'un coup il va gagner 11 places directement en terminant seconde de l'étape qui arrivait à Rosa. Voilà, j'ai l'impression que c'est aussi un mec qui... Alors, ça peut être à la fois un défaut ou une qualité, c'est-à-dire que c'est une qualité parce que c'est un mec j'ai l'impression qu'il arrive à bien sentir les coups, qui tactiquement peut saisir sa chance et bien remonter au général et faire des bons coups au général quand il faut, mais en même temps... C'est aussi un mec qui visiblement a le don pour se mettre un petit peu dans la merde au classement général en se ratant ici et là. Donc ça confirme un peu ce que dit Alex, c'est-à-dire que voilà, manque peut-être de régularité dans la performance. Voilà. Ah, il faut noter aussi que sur 2014 et les pavés avec Nibali, c'était celui qui avait emmené Nibali, qui volait littéralement sur les pavés. Hein. Il faut se rappeler de ça aussi. Donc peut-être grâce que c'est son passé de... il faisait du VTT, il me semble. VTT, ouais, j'allais dire. VTT, il était Fuglsang. Donc, attention, peut-être une étape où justement il peut faire un bon coup, l'étape des pavés, le petit Fuglsang. Très bien. On enchaîne ou vous avez des choses à rajouter sur le Danois? J'ai l'impression qu'on avait fait le tour à peu près. Ah ben voilà, très bien. Le fait que tout le monde reste silencieux me confirme dans mon idée qu'on avait fait le tour. Enchaînons du coup avec Vincenzo Nibali. Voilà. Vincenzo Nibali, coureur de la Bahreïn, qui cette année c'est... bon. Incroyable vainqueur de Milan-San Remo, et c'est tout. Et c'est-à-dire que c'est quand on dit une préparation à la Nibali, c'est-à-dire un mec qui vraiment est en touriste sur les courses de préparation et qui est là le jour J, ben là il est clairement sur ce modèle-là, parce que pour l'instant cette saison, en termes de performance, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais bon, il a dit qu'il visait le Tour de France, et vu justement qu'il arrive très souvent à faire ça, c'est-à-dire être très discret et être super fort sur la course qu'il visait, est-ce qu'on lui fait encore confiance? Est-ce que ce sera encore une fois cette année le cas sur le Tour? Je vous pose la question parce que mine de rien, là j'avance. Peut-être que le déclin commence, voilà. Et c'est là qu'il va nous claquer un podium, hein, comme à chaque fois qu'on annonce ce genre de choses. Allez Alex, je te laisse commencer sur le Squall. Bah franchement, il vient avec une très grosse équipe. Ouais. Déjà, il a Pozzo Vivo, Ioni Zaguirre, Gorka Zaguirre également. Donc, il vient vraiment avec une grosse armada. Donc, ça peut être l'année ou jamais pour lui. D'autant plus qu'il l'a déjà gagné. Donc, il vient pas avec une pression particulière de gagner
tout de suite maintenant, sinon il va plus jamais le gagner. Il l'a déjà gagné. Donc il a une équipe qui peut, pourquoi pas, concurrencer Sky et Movistar. Après, je pense que c'est un gros contender pour le podium. Moi, franchement, j'y crois pour le podium. Et peut-être, mais j'y crois absolument pas pour le coup, pour une victoire finale. Mais en tout cas, le podium, j'y crois déjà. Donc 3, 4, 5e place, ça peut être bien pour lui. Après, je sais pas vraiment s'il a eu de gros résultats cette année. Ah non, cette année, Il a fait, c'est ouais, le c'est un peu désert le absolu. désert. C'est C'est- Nibali. Hein. Je peux de suite faire le descriptif. 33e du Tour de Dubaï, 12e du Tour d'Oman, 11e du Tirreno. Bon, vainqueur de Milan-San Remo qui est le summum de sa saison pour l'instant. Et sur le récent Dauphiné, il vient de faire 24e. Il est vraiment en mode sous-marin, voilà. Mais en même temps, ça pourrait inquiéter dans 99% des cas. Sauf que Nibali est presque... Enfin, il nous a déjà C'est habitué à le faire. Nibali. donc, Voilà. Voilà. Et c'est plusieurs fois ça lui est arrivé de nous faire des saisons un peu pourraves et bam, il nous claque une performance incroyable sur la course qu'il visait. Voilà. Même si, voilà, l'âge avançant, peut-être que la confiance qu'on a en ce qui concerne ce genre de trajectoire de forme va peut-être baisser. Moi, très sincèrement, de mon côté, Nibali, j'y crois pas du tout. Je vais être honnête avec vous. Je me dis, il y a forcément un moment où ce genre de gestion de forme ultra millimétrée à ses limites, et je pense que, voilà, pour moi, c'est l'année où ça marchera pas. J'y crois pas du tout à Nibali sur ce Tour de France. Bon, visiblement, Alex, t'es plus confiant. Qu'en est-il de Théo et de Awen? Je vous laisse la parole. Bah alors moi Nibali, je suis pas très confiant, je suis moyennement confiant on va dire sur ce tour. Je sens quand même le top 10 sans souci, mais je le vois en 6-8 à peu près comme j'avais dit pour Yates et Martin, pas beaucoup plus haut parce que j'avais cru comprendre à un moment que son objectif principal était les championnats du monde avant tout. Ouais. Et qu'en fait il comptait les gagner et je pense que voilà c'est vraiment son objectif. Son unique objectif, enfin son gros objectif on va dire de la saison, c'est les championnats du monde et le Tour de France est un peu deuxième objectif. Donc il va être en forme je pense, mais pas autant que il le pouvait, genre il va pas être à 100%. Du coup c'est pour ça que je le vois pas dans le top 5, je le vois voilà 6, 7, 8, je sais pas exactement, mais dans ces eaux-là et c'est tout. Ok. Awen, est-ce que tu as un avis différent? J'aimerais être hyper confiant, mais pas hyper confiant. Pourtant, je le vois sur le podium. Je le vois sur le podium du Tour. Pour moi, il fait partie des 4 mecs qui vont être au-dessus. Ok, alors tu me dis que t'aimerais être hyper confiant, mais t'es pas hyper confiant et tu vas sur le podium? Non, ouais, je suis un peu mitigé. Ouais, c'est le yo-yo total là. Ouais, je suis un peu mitigé, mais en même temps, je le vois sur le podium. C'est un peu bizarre. C'est soit il prend un gros tir, ou soit il sur le podium. Ah d'accord, c'est l'effet Nibali, hein. C'est dingue l'ascendant psychologique qu'il a sur tout le monde. Même les suiveurs, malgré le fait qu'il fasse rien, ils sont obligés d'y croire parce qu'ils ont l'impression qu'il va performer quoi qu'il arrive. Voilà, vous êtes faible. Bon après, je le sens gros comme une maison, comme je disais, que c'est l'année certainement où il a l'air le plus faible et c'est l'année où il peut nous sortir un truc monstrueux. Enfin voilà, c'est Nibali typique. Le côté un petit peu renaissance sur une ou deux courses dans la saison. Bon. Très bien. Bon, mais visiblement, vous y croyez. Je suis un peu tout seul, sauf peut-être avec Toi, Théo tu crois qui... vraiment pas du tout. Ouais, moi, très sincèrement, non, j'y crois pas du tout. Mais après... Oui, Genre ouais. même pas de top 10 ou... Non, bah, je le crois. Je crois qu'il va être largué dès la première étape de montagne et que du coup, après, comme tous les coureurs qui visent le classement général et qui sont largués rapidement, il va viser les étapes. Et que sur ça, par contre, il y a moyen qu'il en claque une voire deux, vu son talent, faut pas se mentir. Mais très sincèrement, pour le classement général, je trouve qu'il y a une densité tellement monstrueuse cette année que j'y crois pas du tout. Et à la rigueur, si je devais y croire un peu, ça serait plus dans les mêmes eaux que toi, Théo, à savoir fond de top 10, parce que j'ai l'impression que la concurrence est tellement monstrueuse cette saison que... voilà. Et puis mine de rien, j'ai presque l'impression qu'il commence à régresser, je sais pas. C'est une impression qui se base sur rien, hein, sincèrement, parce que l'année dernière, il fait une très bonne saison en 2017 également, mais je sais pas. C'est une intime conviction, hein. Ça s'appuie sur pas grand chose. Ouais, bah, c'est comme moi avec Fuglsang, quoi. Voilà, exactement. Enchaînons du coup avec un nouveau coureur. Enchaînons avec Rigoberto Urán, qui fait partie de l'équipe Éducation de First. Voilà. Alors ça, dans ma catégorie des mecs à qui peut arriver des merdes, là, toute l'équipe est dedans.
Parce que c'est l'équipe malchanceuse depuis X années, Education First. Directeur Uran. sportif compris. Hein. Voilà, c'est ça. Rigoberto Urán, podium l'an dernier, surprise. Voilà, personne l'attendait à ce niveau. Voilà, on savait que c'était un coureur qui avait des belles références sur les grands tours, mais de là à le voir être basiquement parmi les 3 meilleurs en haute montagne sur le Tour de France 2017, c'était quand même un choc pour tout le monde, je pense. Et cette année, il revient. Clairement, il l'annonce. Il a l'ambition de gagner le Tour. Est-ce qu'il y arrivera? Bon, voilà. Pour l'instant, sa saison, c'est 3e de la Columbia Rose Paz. Voilà, la course par étape en Colombie du mois de février. 10e du Tirreno et très récemment, 2e du Tour de Slovénie. Autant dire que c'est sans doute un des coureurs qui a le moins couru parmi tous les contenders pour le général. Il a genre participé à 4 ou 5 courses. Il arrive vraiment ultra frais et vraiment en mode discret, hein, j'ai envie de dire, un petit peu comme il avait fait l'an dernier. Bon, ce sera un peu plus compliqué cette année vu son Tour de 2017. Mais bon, voilà, il a très peu couru. Est-ce que vous y croyez encore pour Rigoberto Urán? Est-ce que vous attendez une nouvelle fois à le voir parmi les tout meilleurs? Et est-ce que vous attendez une nouvelle fois à le voir suiveur? C'est la question que j'ai envie de vous poser. Parce qu'effectivement, l'an dernier, il n'avait pas non plus régalé par ses attaques, on va pas se mentir. Allez, Awen, je te laisse commencer. Pour moi, il est en dehors du top 10. Je le vois pas du tout dans le top 10. Dans le top 20, à aller chasser les étapes après avoir pris un gros tir dans les 2 premières semaines. Ok, ah ouais, très bien, c'est très Précis. voilà, c'est une grosse variation par rapport à son niveau de performance 2017, ok, pas de souci. Alex? Ouais, moi je suis pas aussi pessimiste que ça, mais je le vois pas répéter l'exploit de l'an dernier de finir 2e du Tour, parce que ce coup-ci, s'il joue vraiment cancer comme l'année dernière où il fait absolument rien, il fera rien cette année. Du coup, je le vois bien 10e, 11e, dans ces eaux-là, mais vraiment pas plus haut. Ouais. Et puis l'an passé, il avait été, on va pas se mentir, il avait été très très peu offensif. Et la seule excuse qu'il avait, c'était son équipe qui était vraiment en montagne, qui était, on va se dire, pas au niveau d'un mec qui vise la seconde place. Et cette année, Pierre Roland, Daniel Felipe Martinez, attention, potentiellement un très... Ouais, très alors bon... Roland, il l'aidera pas. Alors, oui, peut-être... Roland, il a l'Alpe d'Huez en vue, il va faire que des échappées. Hein. Ok, je sais pas, hein, peut-être que justement, vu qu'il y a un gros leader dans son équipe, peut-être qu'il va être un petit peu muselé par les directeurs sportifs, Roland. Hein. Bon, après, je sais pas, mais bon. Ah, et surtout, ça m'étonnerait quand même, c'est le Tour de France, c'est sa course. Et l'Alpe d'Huez, c'est sa montée. Mais celui que je pensais encore plus que Roland, c'est le petit Daniel Felipe Martinez, qui est sur sa première saison au World Tour et qui est tout simplement assez impressionnant, qui est un vrai gros espoir, parce que voilà, toute l'attention des jeunes... Colombien est capté par le phénomène Bernal, mais derrière, il y a quand même 2-3 mecs comme Sosa et comme Daniel Felipe Martinez, qui sont aussi là et qui sont aussi super jeunes et qui affichent des performances assez impressionnantes. Daniel Felipe Martinez, il vient de faire 3e du Tour de Californie, par exemple. Cette année, il fait top 10 sur le Tour de Catalogne, 5e Columbia Rose Paz. Enfin, voilà, il se montre dès sa première année en World Tour, parce que l'année dernière, il était chez Wouillet. Dès sa première année en World Tour, il se montre capable vraiment de jouer parmi les meilleurs. Donc, moi, le fait qu'il ait cette année potentiellement un gros équipier avec lui, Urán, me laisse penser que, bon, peut-être pas au même niveau que l'an passé, c'est sûr, second, mais cette année, j'ai bien peur qu'il soit encore une fois parmi les candidats pour le top 5, hein, très sincèrement. Peut-être pas le podium, mais le top 5. Qui c'est que j'ai pas interrogé encore sur Urán? Eh ben, vas-y. Eh ben, je suis plutôt comme toi. En fait, je l'ai pas mis dans mon prono du top 5, mais... bizarrement là, en y pensant, je me dis que ouais, le top 5 il peut y aller parce que il a une belle équipe, vraiment une très belle équipe derrière lui. Roland, je pense que sur la plupart des étapes, il va travailler pour lui. Même si c'est Roland et que c'est son tour, etc. Ça reste Urán qui sort d'une 2e place du Tour de France. Et Roland, il vient de faire 8e du Dauphiné, hein, donc Roland, il est en forme. Hein. Oui, voilà, et en plus, Roland est en très grande forme, Martinez est très fort. Après, on a des gens un peu moins forts, genre du Craddock, du Simon Clark, mais ça peut être quand même pas dégueu. Il y a Scully aussi, on sait pas ce qu'il fout là, mais... Ouais, t'as vu Scully, pourquoi pas. Hein. Voilà, il résout des enquêtes avec X-Files, et de temps en temps, il va faire un Tour de France. Voilà. Ouf. Je suis désolé, je regarde X-Files en ce moment, donc du coup, ça m'a de suite... D'accord. Du coup, je me suis perdu. Je disais que
que du coup l'équipe était très belle et que le top 5 est plus qu'envisageable en fait pour lui. S'il faut juste qu'il ait le niveau quoi. Je pense l'inconnu c'est de savoir s'il a vraiment le niveau pour faire un top 5. Mais l'équipe il l'a et donc bonne chance à lui. Bon, on peut dire déjà que l'équipe, elle est meilleure que l'an passé, quoi. L'an passé, il était vraiment tout seul, quoi. Ah oui, justement, l'an passé, en fait, ils s'attendaient pas à ce qu'il soit aussi fort. Alors que là, il sort d'une deuxième place. Enfin, l'année dernière, il était deuxième. Ils ont dit, on met le paquet, on met tout le monde, et puis, bonne chance, quoi. Genre, il a même Van Mark qui est fini pour le driver sur les pavés, quand même. Genre. Oui. Genre, ça va faire mal. Parce que l'an dernier, alors je regarde vite fait sa sélection de l'an dernier, il y avait Roland à nouveau, mais après, il avait que Talansky et tout le reste, c'était du rouleur, quoi. Bettiol, Bevin, Brown, Clark, Finet, Van Barle. Il y avait que Talansky. Et Talansky, je sais même pas s'il Je crois qu'il avait pas le niveau. Hein. Et je sais même plus s'il avait terminé le tour, très sincèrement. Il a fait 49ème du tour. Voilà, c'est ça, 49ème. Bon, voilà, qu'il avait pas le niveau. Donc, voilà, c'est clairement, il y a une progression en termes d'équipe autour de Uran. Donc, voilà, moi, c'est ce qui me fait dire que cette année, il fera à nouveau compter sur lui. Sans doute pas à un niveau de performance équivalent à l'an passé où il avait surpris en étant deuxième. Mais attention à ne pas l'oublier pour le top 5. Enchaînons, parce que ça y est, et comme je vous disais, plus on se rapproche des gros noms, plus on passe de temps dessus. Donc voilà. et là, on a encore un nom sur lequel, à mon avis, on va passer pas mal de temps dessus, parce que ce nom, c'est Romain Bardet, tout simplement. C'est l'espoir français de ce Tour de France. Romain Bardet qui nous fait une très bonne saison, mine de rien. Qui est présent depuis le mois de février. Il se montre sur le calendrier français avec un bon Grand Prix de la Marseillaise, il me semble. Il a fait aussi un bon week-end en Drôme avec la classique Sud Ardèche qu'il avait gagné. Il y a une des deux qu'il avait gagné. Je sais jamais les distinguer, les deux là qui se passent en février. Et même des très bonnes Ardennaises. Il fait 9ème de la Flèche et il fait 3ème de Liège-Bastogne-Liège. Et là, il vient de terminer 3ème du Dauphiné. Comme tous les ans, on a l'impression que vraiment il est comme un métronome et il est prêt pour le tour et que il va nous claquer un joli truc, qu'il sera encore une fois trop court pour la gagne, mais qu'il sera là pour le podium, quoi. C'est un petit peu le syndrome Bardet. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Allez, Théo, je te laisse commencer. Moi, j'ai pas grand chose à dire sur Bardet. Il a fait une belle saison, il va être fort, il va faire son podium et puis pas grand chose d'autre à dire. Voilà, c'est vraiment genre. Je pense qu'il va y avoir vraiment zéro surprise avec Bardet, il s'est bien préparé, du coup il va faire son podium, ou alors s'il fait pas podium, il fait 4ème, quoi, mais il sera pas en dehors du top 5 pour moi. Ok, bon voilà, sur la lancée de ses saisons précédentes, un mec ultra régulier qui ne se rate pas, mais à qui il manque quelque chose pour aller un peu plus haut que le podium. Bon, le contre-la-montre peut-être que cette petite chose-là c'était le contre-la-montre, on va pas se mentir, ou peut-être un petit peu plus d'esprit offensif, diraient certains, même si je suis pas totalement toujours d'accord sur. Je trouve qu'il se fait beaucoup clasher. En fait, des fois, parce qu'il parle trop en fait. Ouais, voilà. Alors là, je pense que je ne peux même pas le défendre concernant sa communication et la communication AG2R qui est. À vomir. Nul à chier, tout simplement. Voilà. Je pense qu'elle marche avec le grand public. Le côté. Même pas. Hein. Le grand public qui suit pas le vélo, sauf qu'il regarde Paris-Roubaix et le Tour de France. Cette communication marche parce que voilà, il suit pas les autres courses, il se rend pas compte que AG2R, en fait AG2R, la communication qu'elle a, c'est AG2R, on est une équipe offensive, alors qu'en fait c'est une équipe comme toutes les autres. Je dirais pas qu'elle est moins offensive que les autres, je dis juste qu'elle est complètement dans la moyenne de toutes les autres équipes pour le tour. C'est pas la Lotto Soudal, quoi. Voilà, un petit peu frileuse, quoi. Je suis désolé. Des équipes qui ont vraiment, en termes de tactique de course, qui ont vraiment entre guillemets des couilles, ça se compte sur les doigts d'une main. Et encore, voilà, qu'est-ce qu'il y a ? Il doit y avoir effectivement peut-être la Lotto, il doit y avoir la Bora, la Sky, mine de rien, ça me fait un peu chier de le dire, mais la Sky, on est obligé de le dire que la Sky, elle tente. Voilà, des équipes qui vraiment font ce que AG2R prétend faire, il n'y en a pas beaucoup. Pour moi, AG2R est complètement dans la moyenne des autres équipes pour le tour en termes d'offensivité, entre guillemets. Mais bon, la communication essaie de nous vendre un truc extraordinaire. Parce qu'il a attaqué l'année dernière, Bardet, sur le tour. Bardet, je suis désolé. Alors, pour moi, il faut de la mesure. Il y a entre dire qu'il a été monumental de panache, qu'il a attaqué de tous les côtés, et dire qu'il a rien foutu, il y a le juste milieu, et c'est là que se situe Bardet. C'est là que se situe le Bardet. Il est dans le milieu, tout simplement. Il attaque, des fois il chie, des fois ça marche, et voilà, il est complètement. Pas comme Moran, voilà. Mais il attaque de temps en temps. Voilà, c'est ça.
dire que Bardet est un espèce de suiveur immonde comme certains le disent, c'est extrêmement, mais c'est complètement hallucinant. On est dans l'exagération totale. Dire que c'est un mec qui attaque de tous les côtés, qui fait preuve d'un panache extraordinaire, comme la communication à G2R essaie de nous le faire croire, c'est aussi une exagération. Voilà, les exagérations sont des deux côtés, et je pense que la vérité est au milieu et est entre les deux. Bon, voilà. Bon, c'était un long plaidoyer pour Romain Bardet. Théo, Moi, je vous ne laisse. dirait-il pas que Bardet est un coureur moyen? Bah, Bardet, c'est un bon coureur qui se rate jamais. Non, il a une attitude dans la moyenne en termes d'offensivité. Voilà, c'est l'attitude qui est complètement banale. C'est pas le niveau. En termes de niveau, il est très bon. C'est un mec qui se rate jamais sur ses objectifs, il n'y en a pas beaucoup dans le peloton, hein, très sincèrement. Et Bardet fait partie de ces mecs-là. Donc Bardet, en termes de niveau de coureur, c'est quand même du très très haut niveau. Hein. C'est pas voilà. Et parmi les coureurs de grand tour, il est il est dans le top 5, quoi. Il n'y en a pas beaucoup de coureurs français qui peuvent se targuer d'être dans le top 5 des coureurs de grand tour sur ces 20 dernières années. Hein. Un certain Thibaut P peut pas se targuer de. Voilà, en termes de régularité, il peut pas dire je suis dans le top 5 des meilleurs coureurs de grand tour. Je suis désolé, voilà. Après, est-ce qu'il est plus plaisant à suivre parce qu'il attaque plus? Oui, je pense que oui, mais bon. Bon, c'était très long, je vous laisse parler sur Bardet. Awen, tiens, vas-y. Pendant un moment, moi, je l'aurais vu gagner le tour, et puis finalement, j'ai un autre qui gagnera sa place. Mais il sera sur le podium aussi. Je pense que c'est sa place aussi sur le podium. Il n'est pas plus bas, il n'est pas au-dessus. Enfin, au-dessus, c'est la victoire, mais il est dans ces eaux-là, quoi. Et il sera à sa place. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent le voir faire autre chose que le Tour de France, justement, pour jouer la gagne, et puis seulement le podium ou le top 5, quoi. Parce qu'un Bardet sur un Giro ou sur une Vuelta, là, il y a moyen qu'il joue vraiment la gagne, plus que le podium. Mais après, en termes de sponsoring, est-ce que G2R peut se permettre d'envoyer son coureur star hors Tour de France, quoi? Si la tour explose... la tour. Si la tour explose, parce que en vrai, le profil de la tour correspond mieux au Tour de France que le profil de Bardet. C'est pas faux, c'est pas faux. Du coup, si la tour parvient à avoir un très bon niveau et s'en sortir, ils peuvent le mettre sur le tour et du coup donner un peu plus de champ libre à Bardet sur une Volta ou un Giro. Voilà. Bon, après, la Tour, il fait une très bonne saison où il fait des top 10 sur les courses World Tour, même voire mieux que des top 10 puisqu'il a fait podium en Catalogne. Il est présent également en Romandie, il me semble, de mémoire. Je sais plus si je me trompe. En tout cas, il fait deux top 10 sur des courses World Tour. Il est très bon, la Tour. Mais après, il part de zéro pour l'instant sur les courses de 3 semaines. Et oui, non, mais c'est pas pour maintenant, c'est pour plutôt dans 2 ans, quand il est affirmé, etc. Quoi qu'il arrive, on part sur un Bardet qui risque de rester sur le Tour pendant au moins 2 voire 3 saisons, le temps que la Tour, parce que là, la Tour, il va aborder le Tour en tant qu'équipier, donc c'est pas encore une fois cette année qu'il va sans doute performer, en tout cas en termes de résultats. Donc peut-être que c'est l'année prochaine où on le verra enfin leader sur un grand Tour, peut-être pas justement le Tour de France, ils vont le tester peut-être sur la Volta ou sur le Giro. Bref, le temps, avant que la Tour puisse être un candidat au leadership d'AG2R sur le Tour de France, il va falloir attendre au moins 2, voire même plus 3 saisons. Donc voilà, on est encore parfait. Ça dépend de la Tour. Hein. Par exemple, si cette année il se réveille et qu'il fait top 10 sur le Tour, t'inquiète pas que l'année prochaine ils vont le remettre dessus et qu'il va peut-être être potentiellement leader si Romain Bardet a des envies d'ailleurs. Parce que ça dépend aussi de Bardet. Bardet restera le patron. Tu penses pas que justement s'il fait un top 10 par exemple sur le Tour cette année, ils vont dire bon du coup on va le tester sur un autre grand Tour où il sera leader unique et on laissera Bardet sur le Tour. Ça dépendra de Bardet aussi. C'est sûr que Bardet aura son truc à dire. Si Bardet en a marre et qu'il se dit bon j'aimerais bien gagner un grand Tour dans ma carrière, et ben peut-être qu'ils vont faire en sorte de le remettre sur le Tour et Bardet mettre sur le Giro. Bon, j'ai l'impression que AG2R en fait quoi qu'il arrive est un petit peu menotté par le sponsoring, le fait qu'il faut absolument briller sur le Tour de France et que c'est ça qui va faire que Bardet va pas avoir trop la possibilité de se déplacer hors Tour de France pendant au moins 1 ou 2 saisons avant qu'il ait, 2 voire 3 saisons plutôt, avant qu'il ait un remplaçant qui peut être effectivement la Tour et qui, vu ce qu'il nous montre cette année, semble être la Tour. Ouais. Bon voilà. On en a beaucoup divagué. Du coup, qui est-ce que je n'ai pas interrogé sur Romain Bardet? Parce que j'ai perdu le fil totalement là. J'ai l'impression. Ouais, donc tout le monde a eu le temps de parler ou quoi? Non. Enfin pour moi. Ouais. Bah, quoi qu'il arrive, allez-y, hein. Prenez la parole si vous avez des choses à dire. Pour moi, Bardet a autant de chances de finir sur le podium que la France gagne la Coupe du Monde. Oh bah c'est-à-dire, c'est bon. Non, c'est-à-dire 0. Moi franchement, je le vois pas faire grand-chose, Bardet. Je le vois bien 5ème cette année.
Je vois en dedans un peu de son Tour de France. Même s'il a fait un Critérium du Dauphiné plutôt correct, faut pas se mentir, la concurrence là elle va être très très grosse sur le Tour de France. Et Bardet, je le vois. Il a fait, comme tu dis, il rate jamais ses objectifs. C'est pour ça que j'ai pas envie de le mettre moins que cinquième, mais pour moi, il y a plus de coureurs avec de meilleures performances, de meilleures chances de finir sur ce podium que Romain Bardet, alors je mets cinquième aussi. Ok, je note. Voilà. Et à suivre aussi Romain Bardet sur les pavés, hein, parce que voilà, dans le genre poids-plume, voilà. Dans le genre casse-gueule, ça peut mal se passer pour lui. Hein. J'espère que non, mais bon. Bon après, on peut dire que en termes de, enfin, on peut le critiquer sur certaines choses, mais en termes de préparation, je pense que bon, voilà, il a fait le maximum. Hein. C'est en plus sérieux, la fameuse vie monacale, c'est pas qu'une légende et qu'un running gag. Ok, donc passons à un nouveau coureur. Alors là, vraiment, on rentre dans le gratin. On rentre finalement. Les coureurs qui me restent, c'est les candidats à la victoire finale, tout simplement. Hein. Voilà, autant on pouvait peut-être hésiter sur les podiumables jusqu'à présent. Là, on est vraiment sur des mecs qui vont viser la victoire sur les champs. Et le coureur que je vais vous citer là, c'est Richie Porte, coureur de la BMC, qui, voilà, deuxième du Tour des Wonders pour démarrer sa saison, troisième en Romandie, et là, bim, le Tour de France rapproche, son objectif se rapproche. Vainqueur du Tour de Suisse. Que dire si ce n'est que c'est un des énormes favoris du mois de juillet, même s'il faut se souvenir que c'est un homme qui sur 3 semaines a eu bien souvent du mal à tout simplement finir ses grands tours, énormément de pépins. Voilà, il est dans cette catégorie, je vous le disais, de mecs dont le potentiel de chute est très important. Est-ce que vous pensez qu'il va les éviter? Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à fuir l'âge commune et qui va réussir à, pourquoi pas, aller le gagner, ce grand tour et ce Tour de France? Je vous pose la question. Allez, Awen, je te laisse commencer. Pour moi, il sera clairement un des meilleurs coureurs et il terminera 4e de ce Tour de France. Juste au pied du podium. Ok. C'est vachement court comme argumentation. Il terminera 4e, ok. Non, mais vraiment, il est bon rouleur, mais malheureusement, sur les semaines, il a encore rien prouvé pour taper un podium. Ok, bah, il termine 5e, il me semble, en 2016. C'est 5e, c'est ça? 2016, il me semble, de mémoire. Donc, Ouais. c'est pas mal du tout. Et puis l'an dernier, avant sa malheureuse chute dans la descente, alors je sais plus quelle descente c'était exactement, il était tout simplement... Le Mont du Chat. Voilà, c'était la descente du Mont du Chat, ouais, j'étais pas sûr. Au sommet justement de ce Mont du Chat, il est avec Landa, avec Froome et avec Bardet, quoi. Il fait partie des 4 meilleurs en montagne, quoi. Donc voilà. Et même s'il y a eu... Barguil, hein. Ah, peut-être, ouais. Ça m'avait échappé, tu vois. Il y avait Dan Martin aussi, non? Puisque les deux... Ouais, il y avait Dan Martin qui Là... était Ah oui, entraîné c'est ça, dans c'est Martin. Bon voilà, en tout cas, il faisait partie vraiment des très très gros grimpeurs de l'édition de l'année dernière, et malheureusement, on va être fauché par une chute. Mais donc voilà. Alors, il y a quelques personnes qui s'étaient un petit peu inquiétées de son début de saison presque en dedans. Il y en avait qui disaient, puisque c'est-à-dire qu'en début de saison en dedans, c'est-à-dire qu'il gagnait pas toutes les courses qu'il faisait, contrairement aux années précédentes. Mais voilà. Donc ok, bon, tu le vois 4e, Awen, ok, donc plutôt Ouais, pessimiste. Ça serait presque une déception pour lui, parce que lui, clairement, il vient pour la victoire, quoi. Ouais. Alex, ton avis sur Richie Porte? Pour moi, c'est The Contender, en fait. Pour moi, Richie Porte, c'est celui qui a le plus de chances de renverser la dynastie Sky cette année, et je le vois bien finir 2e. Voilà. Ok. Échouer à renverser la dynastie Sky, du coup. Ouais, il aura bien parce tenté. que personne peut renverser la dynastie Sky. Ok, bon, ok. Richie Porte. Et à noter que du côté de son équipe, Porte pourra compter sur le soutien de TJ Van Garderen, un homme qui ne déçoit jamais, évidemment. Mais j'avoue que c'est presque de ce côté-là qu'il faudrait chercher sa faiblesse, parce que voilà, il a Van Garderen, il a Caruso aussi. Caruso, 5e du Dauphiné. Voilà, c'est ses deux principaux soutiens en montagne. Bon, Van Garderen, c'est pas le soutien tout risque. Caruso, oui, c'est quand même un mec en qui il peut vraiment avoir confiance. Mais à part ces deux cours-là, on peut dire que c'est un peu fait le bar derrière. Hein. Enfin, c'est très costaud sur le plat. C'est très costaud sur le plat et ça va être très costaud sur le contre-la-montre par équipe. Mais en montagne, voilà, il aura deux mecs. En montagne, ouais, t'as GVA et Kung qui pourront faire les débuts de colle, quoi, parce que c'est pas dégueu, hein, malgré tout. Et tout début de colle alors. Hein. Ouais, GVA et même Kung,
on les a vus à un certain moment tenir assez longtemps quand même dans les trucs. Quand ils le veulent. Oui, hein, sur le Tour de Suisse, là, sur le Tour de Suisse, Kung a tenu un peu, mais bon, enfin... Bon, oui, et GVA, sur plusieurs Tours de France, il a été costaud. Bah, à un moment, même, il a gagné en échappée sur une étape plutôt montagneuse. Ok, bon, voilà. Bon, quoi qu'il a... Ouais, bon, je suppose que quand il y aura un ou deux cols dans la journée, il aura quand même eu le temps de sauter, peut-être. Si ça part de loin, un petit peu. Bon. Bah oui, bien sûr. Après, si ça part de loin, voilà. Mais... Bah, c'est là que l'équipe est quand même le plus important. Sauf si, bien entendu, t'as le maillot jaune, mais bon. Comme si ça part de loin, et il a quand même 2 coureurs qui, normalement, hein, bien sûr, devraient l'accompagner assez loin. Ok. Bon, vas-y, je te laisse enchaîner, du coup, Et sur du Richiport. coup, moi, j'en fais mon favori. C'est le gars que je sens vraiment très très fort. Mais genre vraiment ultra fort. Et surtout qu'en plus, il est offensif. Donc lui, il va pas avoir peur de prendre des secondes, etc. Attaquer. Bon, ça va pas être des attaques à 55 km de l'arrivée. Mais il va attaquer à 5 bornes comme d'hab. Puis rester en danseuse tout le temps. Et prendre des secondes par-ci par-là. Franchement, c'est comme ça que je le vois. Et bah, j'espère que ça va bien se passer pour lui et qu'il gagnera. Les fameuses attaques de porte sur 800 mètres. Et personnellement, je suis fan absolu. Moi, j'adore. Hein. 2 km, je veux dire. Plutôt 2 km. Moi, je trouve ça incroyable. Le mec, c'est que en termes de physiologie, il est monstrueux. Il est le meilleur du monde dans ce domaine. Et il essaie même pas de décrocher les mecs de sa roue. Il s'en bat les couilles. Tout ce qu'il fait, c'est il se met à son seuil et il tient pendant 3 minutes comme ça. Et il démonte tout le monde. Et à chaque fois, je trouve ça jouissif au possible. Voilà. Ouais, et déjà, je suis très heureux de le voir sur le Tour de France et je m'attends à voir ça. Je trouve ça, je prends mon pied à chaque fois qu'il fait ça. C'est ça. Ah, mais moi j'aime bien ce style. Après, le coureur en lui-même, oui, j'aime bien, mais c'est ce style d'attaque, je trouve ça le jouissif au possible. Mais bon. Ok. Qui c'est que je t'ai pas interrogé Alex, je t'ai pas interrogé, il me semble, sur Richiport. Si. Awen, je t'ai pas interrogé sur Richiport. Si. Donc du coup, on a interrogé tout le monde sur Richiport. Du coup, on va pouvoir enchaîner. J'étais persuadé d'avoir fait que 2 des 3, mais très bien. Finalement, j'étais beaucoup plus efficace que je le pensais. Du coup, passons au sac de nœuds de ce Tour de France. Alors, la Movistar. La Movistar. Là, mais je n'ai même pas de mots pour décrire le bordel que ça doit être. Donc, on a 3 hommes, voire même un 4e, effectivement, si on rajoute Solaire. Bon, même si, à mon avis, automatiquement, malgré le fait qu'il ait gagné par cette année, Solaire sera là en tant qu'équipier. Réduisons le truc à un triptyque, déjà. Mikel Landa, Nairo Quintana, Alejandro Valverde. Enfin voilà, la Movistar débarque avec l'Armada, et bon, Sky débarque souvent aussi avec une Armada, mais sauf que l'Armada Movistar, il n'y a pas de hiérarchie, c'est la grosse différence, et c'est ce qui me fait dire que ça peut être une catastrophe monumentale, mais bon, vous me direz votre avis. Je vous fais vite fait quand même les saisons de ces 3 mecs, du coup. Landa, c'est 6ème de la Ruta del Sol, 6ème du Tirreno, 2ème du Tour du Pays Basque, et récemment seulement 16ème du Tour de Suisse. Quintana, 2ème du Tour de Colombie, fait de la Colombia Rose et Paz. 2ème en Catalogne, 5ème au Pays Basque, et récemment 3ème en Suisse. Et enfin Valverde, lui il gagne partout. Vainqueur de la Communauté de Valence, vainqueur du Tour d'Abu Dhabi, vainqueur du Tour de Catalogne, et vainqueur, tout récemment, de la Route d'Occitanie. Voilà, et vous rajoutez à ça là, donc du coup, je vous l'ai dit, Solaire, on peut même rajouter Amador, hein, si vous voulez, un mec qui a terminé 4ème du Giro, bon, voilà, il y a de quoi faire, mais quand même, c'est le bordel, quoi, j'ai envie de vous dire. Allez, Alex, c'est du pain béni, là, Alex, je te laisse commencer sur cet imbroglio Movistar, sur cet embouteillage Movistar. Mais je sais tellement pas ce que le directeur sportif a pensé quand il pensait que c'était une bonne idée d'aligner 3 des meilleurs coureurs qui veulent tous remporter le Tour et qui vont tous refuser de travailler l'un pour l'autre. C'est-à-dire qu'on va avoir 3 coureurs d'une même équipe qui en fait vont être dans des équipes différentes pendant le Tour de France et qui vont essayer de, en quelque sorte, séduire leurs équipiers pour travailler pour eux et pas pour l'autre, j'ai l'impression. Donc ça va être le gros drama du côté de la Movistar et au final, ça va faire 4-5-6. Il y a beaucoup. Non mais alors la bonne grosse blague, c'est que bon, les 3 sont prévus sur le Tour de France, mais ils sont aussi prévus sur la Vuelta, donc il y aura un remake.
Pas sûr qu'il soit prévu sur le. Ah, c'était ce qui était prévu à un En tout certain cas, moment, peut-être que ça a changé sur- depuis. Sur PCS, il est pas marqué comme étant prévu sur la Volta. Ah, peut-être que ça a un petit peu été modifié depuis, effectivement. Mais au début de saison, il parlait de ça. Il parlait de faire la triplette sur le Tour de France et sur la Volta. Voilà, histoire de la revanche. Partout. Ok, ouais, vas-y, Alex, je te laisse. T'as terminé ou... Ouais, j'ai terminé moi. En même temps, c'est ultra difficile à analyser. Qu'est-ce qu'il y a analysé à part que, à quoi il pensait, quoi. Théo, du coup? Bah, je vais essayer de trouver une raison à tout ça. Mais en gros, ce que je me dis, c'est que Landa sera plutôt équipé et va être leader sur la Volta. Landa, là, je le vois pas. Je le vois vraiment se sacrifier pour être leader sur la Volta. Je sais que Alors, c'est Toi, pas t'as pas suivi les interviews qu'il a données, hein, parce que Michael Landa, il en a plus rien à branler. Ah, mais alors, lui, j'ai pas vu en les mode, interviews. il s'en bat les couilles. Lui, il dit, moi je m'en fous, moi je viens pour être leader, je travaille pour personne. Le mec a été traumatisé par Astana et par Sky, il veut plus travailler pour personne, il le dit clairement en interview, il se cache même pas. Ouais, c'est vrai que j'ai pas vu les interviews. Donc, en Et fait, c'est ça, ça promet de l'entertainment. c'est fini en fait. Mais même, enfin, j'avais analysé un truc, mais ça marche pas du coup. Bah, du coup, ça va être le bordel. Et je vois Quintana tirer son épingle du jeu parce que en ce moment, il a l'air vraiment costaud. Mais le problème qu'il a, c'est qu'il y a les pavés et que va falloir qu'il les passe. Et c'est, je pense, de 3 celui qui passe le moins bien. Donc, je pense que celui qui sera le mieux placé, ça sera pendant très longtemps Valverde. Mais dès qu'on va monter en altitude, enfin, genre Ouais. très haut. On se souvient que Valverde, au-dessus de 2000 mètres, il a toujours son jour sans. C'est ça, voilà. À un moment, il va faire shit. Du coup, bah ouais, je vois Quintana faire son podium. Ou son top 5, je sais pas encore. Et les autres dans le top 10 peut-être, et encore. Genre vraiment Landa, je sais pas. J'y crois pas. Même malgré ce que vous venez de me dire, mais j'y crois. Ok. Awen? Bah, moi, je vais prendre. Pour moi, ce sera Quintana leader. Ensuite, il y aura Landa. Et ensuite, il y aura Valverde. Marc Soler, j'en parle pas parce qu'il est à moitié cramé déjà. Je sais une Oui, connerie non, mais d'avoir mis. Solaire, il est là, il jouera le Oui. rôle d'équipier. Oui, Il ce est sera bien content équipier. d'avoir été leader sur le Paris-Nice. La première semaine, pour moi, ça va être. Elle va définir. De toute façon, ce sera Valverde normalement en tête dans les 3, mais il sera vite fait équipier. Et entre Landa et Quintana, honnêtement, les deux veulent la première place. Et je pense que à la fin des Alpes, ce sera Quintana devant. Et c'est pour moi Quintana qui va aller chercher le tour. Ah, donc toi, tu le mets vainqueur. Ouais. Et Landa, il sera pas. Il va se faire niquer par Quintana en deuxième semaine. Et il va être contraint à bosser ou alors aller chercher les échappées s'il en fait qu'à sa tête. Mais ouais, Quintana sera devant largement. Moi, je vais être honnête, mais c'est impronosticable de la hiérarchie dans ces faits. Je peux même pas dire qui va faire quoi. C'est tellement improbable cette stratégie. Ouais, Je par me contre, dis, ils sont obligés d'avoir une stratégie. Peut-être que le discours dans les médias est différent en interne. S'il faut, c'est ultra clair. Je sais pas. Je souhaite que ce soit comme ça parce que sinon, je vois pas où est-ce qu'ils peuvent aller, quoi. Oui. Sinon, ça sera très drôle, oui, effectivement. Ou alors peut-être qu'ils viennent juste pour le classement par équipe. Je crois qu'ils vont gagner. Bah non, il y a Sky. Ah non, la Sky, il joue pas le classement par équipe à chaque fois. Bah attends, ils ont les... Froome, Thomas, Pouls, ça te gagne un classement par Bernal. équipe, ça. Et Bernal. Transition parfaite, incroyable. Oh là là, Alex, t'es trop fort. Parce que justement, maintenant qu'on a évoqué le Movistar et le triptyque, le trio Movistar, on peut évoquer le heptatique, la Sky qui comme d'habitude affiche une Dream Team presque. Alors là, contrairement à Movistar, on peut clairement dire qu'il y a quand même deux invités qui se détachent. Deux invités qui sont évidemment Christopher Froome, leader historique de la Sky, mais qui a en sa défaveur de sortir du Giro. Donc voilà, on sait qu'enchaîner Giro Tour c'est compliqué, donc peut-être qu'il y aura une craquante de son côté, affaire à suivre. Mais quoi qu'il arrive, même s'il y a craquante, derrière il y a un leader de remplacement qui s'appelle Geraint Thomas, qui vient de faire tout simplement vainqueur du Critérium Dauphiné, qui auparavant a fait troisième du Dauphiné, deuxième de l'Algarve. Enfin bon voilà, Thomas, même si sur 3 semaines, pour l'instant il n'a aucune référence, clairement, chez la Sky, c'est lui qui se profile comme étant la seconde lame derrière Froome. Si Froome, vainqueur du dernier Giro, n'arrive pas à tenir la cadence à cause de son petit voyage en Italie, qu'il a quand même peut-être un petit peu fatigué. Du coup, voilà, parce que
On parle de la Sky, on parle de Froome et de Thomas, mais du coup, il faut évidemment dire que derrière, il y a Kwiatkowski, il y a Wout Poels, il y a Bernal, et puis même on peut rajouter Castroviejo et Moscon, qui sont également des mecs qui ont des références en montagne, qui sont réputés pour faire des trains infernaux dans l'école. Enfin voilà, c'est comme d'habitude le rouleau compresseur Sky. Voilà, qu'attendent de leur... Est-ce que la victoire peut leur échapper? Est-ce que la victoire peut... Question subsidiaire, est-ce que la victoire peut échapper à Christopher Froome à cause de son Giro? Ou est-ce que vous le voyez capable de faire un doublé? Allez, Alex, je te laisse commencer. Ouais, moi je vois parfaitement Christopher Froome faire doubler juste parce qu'avec l'armada qu'il a, la Sky va être intouchable. Ils vont faire comme l'année dernière, mais en pire, avec juste des faux rythmes à chaque col. Bon, bref, ça va être pathétique, ça va être bien dégueulasse. Et en plus, comme l'Angleterre va gagner la Coupe du Monde, du coup, ça va être doublement dégueulasse. Voilà. Ouais, ils ont tellement prouvé contre la Colombie, là, les Anglais. Oh là là. Franchement, ils ont mérité de gagner contre la Colombie. Voilà, Harry Kane, quel joueur qui fait que marquer sur des pénaltys. Incroyable cet homme. Allez, bref. On stoppe le football et on revient sur le vélo. Du coup, ok, donc pour toi, il n'y a pas vraiment de suspense sur le fait que Sky... Pour moi, Sky a une trop grosse armada. Ils ont Poels, Kwiatkowski, Thomas, Bernal. Et c'est sans compter, ça c'est ceux que j'ai en tête parce que j'ai pas la start list sous les yeux. Donc à mon avis, ce qu'il y a derrière, c'est de ce même calibre-là. Et à mon avis, derrière, il me semble qu'il y a Castroviejo et Rowe. Il y a Rowe, ouais. Il y a Kwiatkowski aussi. Après, Poels sort du Giro. Peut-être Peut-être qu'il sera pas, ça sera pas le Poels monstrueux. Bon, même sur le Giro, il avait l'air d'être un petit peu en dedans. Ce qui est assez bizarre parce que Poels, je pensais qu'ils allaient lui donner sa chance sur la Vuelta. Poels, j'ai lu un interview où il était question de le récompenser et d'enfin lui donner le leadership de l'équipe sur la Vuelta de cette année. Mais finalement, ça risque ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc voilà, ce sera peut-être Thomas. Du coup, je pense qu'avec l'avènement de Bernal, ils ont... Ouais, peut-être, ouais, clarier. Bernal en leader. Ouais, la hiérarchie a peut-être été renversée par l'arrivée du petit prodige colombien, voilà. Et d'ailleurs, le petit prodige colombien, qu'en attendre de lui? Est-ce qu'il va la jouer équipier ou est-ce qu'il va croquer un petit peu? Il va être un équipier, il va juste faire les débuts de col et puis il va accélérer et puis il va se garer quand il aura fini son travail. Quand il va se retourner, il va plus avoir personne, c'est ça le problème. Derrière. Le truc, c'est que derrière lui, il va y avoir Froome, Thomas et Porte et peut-être faire un autre mec, puis c'est tout quoi. Plus ou moins. En vrai, moi Bernal, je le vois plutôt pas un mec qui fait les trains, mais plutôt le mec qui va sauter sur tout le monde. Parce qu'il a quand même putain d'accélération. Et du coup, genre en fait, il va genre sauter sur toutes les attaques, rester dans la roue, donc du coup annihiler toutes les attaques, et comme ça va laisser à Froome et Thomas le loisir d'avoir plus de marge en fait, d'être plus tranquille. Ouais, de lisser leur effort en bons spécialistes du contre-la-montre qu'ils sont. En tout cas, Bernal, c'est le gros candidat au maillot blanc aussi. C'est-à-dire, c'est lui qui va gagner le maillot blanc et les autres, c'est un malentendu. Ah oui, clairement. Ouais, et très sincèrement, alors belle erreur de ma part, j'ai pas du tout fait la liste des. Il y a pas grand monde. Il y a pas grand monde, c'est juste le général. Il y a Bernal, il y a Latour, il y a Godu, mais Godu visera pas le général. Il y a Godu, il y a Guillaume Martin, Marc Solaire, et puis ça tout. Tige Benoît. Ouais, Tige Benoît, Gianni Moscon, Antoine Tolhoek, mais. Ouais, effectivement, il y a pas l'air d'avoir une énorme concurrence pour lui, quoi. Ouais, et puis Martinez, quoi, et puis c'est tout. Ouais, okay, pas Martinez. Ouais, mais Martinez en montagne. Oui, non, mais même Martinez, il sera équipé d'Uran, donc quoi qu'il arrive, et même au niveau du Gérald, il fera rien, quoi. Ça sera pas comme Moscon, c'est comme. Ouais, ça va jouer entre Bernal et peut-être Latour, mais. Je pense Latour, il peut moi j'y crois pas, mais même si je pense que Latour est meilleur que Bernal en contre-la-montre. Bon, après, le fait est que parmi tous les mecs qui concourent pour le maillot blanc, il y en a aucun qui est leader de son équipe. Donc on peut faire. Benoît. Voilà, à part Benoît peut-être, ouais. C'est-à-dire que tous les autres. Est-ce qu'il a le niveau par contre? Ouais, c'est ça aussi. Non, Guillaume Martin est leader de Wanty aussi. Voilà, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'après, tous les autres, du coup, comme ils sont pas leaders de l'équipe, ils peuvent être, à un moment donné, être sacrifiés pour leur leader qui visera le classement général et du coup prendre un tir qui sera rédhibitoire pour le maillot blanc. Ouais. Un mec comme Bernal, si un jour, par exemple, Froome ou Thomas sont en difficulté, il risque d'être complètement sacrifié pour le maillot jaune. Et ça peut être la journée où il va prendre 15 minutes dans la vue et dire adieu à son maillot blanc. Même si sur le papier, c'est clair qu'il a l'air 3 divisions au-dessus de tout le monde en termes de grimpe en montagne, quoi. Mais bon. Ouais, on peut avoir jamais. Qui va gagner. Ne jamais dire jamais. Ah bon, ouais, ok. Mais vas-y Théo, je te laisse enchaîner sur Froome et Thomas. Déjà Froome, faut quand même en parler malgré tout de ton histoire. Hein. Moi je suis
on est tous d'accord, je pense, sur ça. Comme pour le Giro, on n'est pas très content de le voir sur le tour, même s'il a été blanchi. Bah ça y est, il n'y a plus d'affaires en fait. Voilà, Normalement, il n'y a plus d'affaires, mais la façon dont ça a été réglé, c'est quand même vraiment pas joli, quoi. C'est pas joli, en fait. Ça vraiment, ça décrédibilise le truc. Du coup, c'est triste, en fait. Et du coup, moi, franchement, j'espère que Froome va se foirer bien salement, mais genre vraiment salement, qu'il va chuter ou qu'il va y avoir un truc. Enfin, j'espère pas qu'il va chuter. Non, la chute quand même, c'est. Espérons pas ça. Mais non, mais je veux dire, j'espère que ça va pas bien se passer pour lui, qu'il va être en méforme ou voilà. Et du coup, que ce sera Thomas qui récupère le leadership, qui s'en sorte bien. J'aimerais bien voir, voilà, j'aimerais bien voir Thomas en leader. Du coup, comme ça ferait d'une pierre deux coups pour moi, et c'est ce que j'aimerais. Et concernant l'équipe, elle est folle, quoi. Donc, je me fais pas de soucis pour ça. Ils ont une équipe de ouf. Quand tu vois qu'un des derniers en montagne, enfin un des premiers à lâcher en montagne, ça va être soit Moscon, soit Castroviero. Oui, qui sont des mecs qui sont très honnêtes en montagne. Des mecs, ils peuvent faire des top 15, top 20 de grand tour, quoi. Voilà. S'ils veulent. Awen, je crois que c'est toi qu'on a pas entendu encore. Ouais, Froome, il terminera. Ah attends, ça a coupé donc j'ai pas... moi j'ai pas entendu ce que t'as dit le résultat. Ouais, Froome ne terminera pas le Tour de France. Il y aura quelque chose qui va faire que. Mais non, pour moi je le vois vraiment. Dieu que j'aimerais bien que ça se passe ça. Mais... Et ce sera Thomas qui sera leader et possible qu'il rentre dans le top 10 également. C'est un bon candidat. Pas plus haut, mais pas plus bas non plus. C'est dans ces camps. Ok, bon voilà. Mais alors tu penses comme Théo, pourquoi pas à une méforme ou à pourquoi pas un abandon? Ou est-ce qu'on part sur le côté Glock et... Parce que là, c'est un truc qui a été évoqué aussi. Le rejet total du public et le fait qu'il y ait un incident au bout d'un moment. C'est un truc que personne ne souhaite, mais c'est un truc qui a été évoqué de façon ultra violente par certains. C'est un tout, il y a une telle pression autour de lui. Au Giro, pour moi, c'était évident. Il n'y a pas d'autre issue qui puisse gagner le Giro. Et là, pour moi, il n'y a pas d'autre issue qui puisse perdre le Tour de France. Il y a tellement de pression et il va 14 où il va avant les alors enfin, ça l'a pas empêché, il y a 24 heures, de donner une interview qui l'emmerdait. Enfin, il disait de fermer sa gueule, en gros. Oui, enfin, ça... Putain, ça a coupé, j'ai pas entendu de qui vous parlez, là. Qu'est-ce qu'il a dit il y a 24 heures d'interview il a dit à Bernard Hinault de fermer sa gueule, en fait. Ah oui. Bon, après, Bernard Hinault l'ouvre un peu beaucoup. On va pas se mentir. Après, c'est un peu sa communication aussi, un peu dans son style, dans le rejet total de tout. C'était une nouvelle forme de communication, parce que jusqu'à présent, justement, c'était une communication où c'était le mec souriant de la Sky qui était censé être le porte-drapeau du côté sympathique de la Sky. C'est à peu près le seul truc qui avait l'air sympathique à la Sky, c'était Froome qui souriait partout, qui a l'air d'être un mec super sympa. Mais s'il part en mode maintenant je suis seul contre le monde, s'il adopte un petit peu la position Brailsford et Sky en général, c'est un revirement, hein, voilà. Ouais. Quand même. Bon voilà. Ouais, après, je vois pas vraiment dans quelle situation Froome pourrait abandonner quelque part. Certes, il est sous pression de la part d'une grosse partie du peloton. Certes, pour lui, le public est mort à ses yeux, en fait. Parce que Froome, il a perdu toute crédibilité auprès du public, surtout du public français. Parce que le public français, c'est un public très agressif, très, très chauvin, j'ai envie de dire. Et on l'a vu sur les années derrière, même quand Froome, il n'avait rien au dos, il y avait déjà énormément de gens qui lui pissaient dessus, etc. Donc, et des incidents, ça être pire. Des incidents qui ne se produisaient d'ailleurs qu'en France, voilà, vraiment preuve que le public français est particulièrement... Il y a Je dirais même le public auvergnat. Désolé. Non, mais le public français a un rejet total du dopage, tous les publics ont rejet du dopage, mais genre ultra agressif, parce que c'est dans l'idée que ça fait 20 ans que les Français se font enfler à cause du dopage. Et c'est un truc qui, mine de rien, est rentré dans l'inconscient collectif, et désormais, même ne serait-ce que la suspicion, sans aucune preuve, suffit au public pour rejeter complètement le coureur. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Froome. Parce que pour le gars lambda, Froome, il est coupable. Oui, non, mais là on est même plus dans la suspicion. Là, on est clairement... Le cas Froome
et encore un cran au-dessus. Donc j'ose même pas imaginer ce que va lui réserver le public. Mais encore une fois, j'espère qu'on restera... Ça Qu'il soit hué, qu'il soit pas supporté comme l'ont été, même Contador a même été hué à certains moments de sa carrière, et comme Froome l'a été aux années précédentes. Ça, c'est un truc qui sera logique, vu l'affaire qu'il a eu au cul et vu... je comprendrais, je trouverais ça normal. Et ça, oui, ça serait compréhensif, mais bon, il faudrait pas que ça déborde. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui, justement, parlent de cette possibilité d'un débordement. Là, on partirait carrément... C'est un truc dramatique, quoi. Ça arrivera pas. Oui. C'est comme à chaque fois. On espère que ça n'arrivera pas, évidemment. Mais bon. Comme à chaque fois, il y en a plein qui parlent du Tour de. Il reste assis à regarder les courses et puis il rentre chez eux. Oui, c'est très classique. Non. Mais bon, voilà. Voilà. Des choses à rajouter sur la Sky, sur globalement le niveau de l'équipe, Froome, Thomas. On va pas dire que c'est monstrueux, quoi. Il y a rien voilà. d'autre. Alors, la seule truc que je peux peut-être vous demander, c'est que bon. Thomas n'a aucune référence sur 3 semaines, et pourtant, est-ce que vous voyez tous tenir cette année? Ouais. Moi, je le vois très bien tenir. Ouais, dans le top 10, quoi. Ouais. Capable. Ok. Bah ouais, non, il est même capable de gagner. Hein. Ouais, quand même pas non plus. Bah, avec l'équipe qu'il a derrière lui, ce serait pas utopique. D'accord. Pour gagner. Non, mais voilà, parce que souvent, un mec parce que Thomas, mine de rien, sur plusieurs Giro a eu sa chance, à chaque fois il s'est raté, chute, ou problème de forme, etc. Mais là. Ok, vous le voyez, voilà. Donc souvent, les coureurs qui ont ce genre de passif, il n'y a qu'à voir Porte, où tout le monde lui rabâche ses échecs successifs sur le Giro, etc. Voilà, il a fallu que, même maintenant qu'il a fait un top 5 sur le Tour, Porte, il y a certains mecs qui disent que sur 3 semaines, c'est pas une assurance touriste, etc. Mais là, Thomas, malgré le fait qu'il ait un certain passif, vous le voyez quand même tous tenir. Ok. Non, parce que Porte, il est quand même plus haut et est capable de faire beaucoup plus que Thomas. Il est capable donc Il est Thomas en dessous de Porte. Ah oui. D'accord. Ah, mais la hiérarchie n'est pas évidente pour tout le monde, hein, puisque... Par exemple, c'est sûr. Je pense que par exemple autour de la table, il y a des gens qui sont pas forcément d'accord. Moi, je suis un petit peu d'accord, moi, je effectivement. suis un petit peu d'accord, mais dans une moindre mesure. Je vois Thomas dans le top 5 s'il joue le général, s'il n'y a pas Froome. Enfin, si Froome a un problème ou quoi que ce soit. Je le vois dans le top 5, alors que... et Porte, je le vois juste un peu plus haut. Mais je le vois pas, genre je vois les deux dans le top 5 en fait. Alors que toi tu dis qu'il y en a un dans le top 10 et un dans le top 5. Moi le seul truc qui me fait peur avec Porte, c'est que par rapport à Thomas, je vois Porte plus facilement perdre du temps connement que Thomas. Ah bah, Thomas, je le vois super régulier, super bon, toujours super bien placé. Je le vois, c'est un métronome, mais Porte, hop, que sur une heure d'attention, il prenne une cassure sur une étape tout conne et qu'il perd 3 minutes. Moi c'est un truc que je pense beaucoup plus probable pour Porte que pour Thomas, tu vois. Mais après, je suis d'accord, quand t'es en montagne, je pense que Porte, quand il est à son meilleur niveau, est meilleur que Thomas, effectivement. Ok, bon. Est-ce qu'on passerait pas à la dernière partie, parce que mine de rien, on délaye et le temps passe. Si, ça fait 4 heures qu'on record en plus. J'avoue. Non, ça fait 3 heures. 3 heures. Du coup, parlons. Dernière partie, on va essayer de la faire courte, celle-là, on va pas déconner quand même. Disons qu'on va parler de tous les coureurs qu'on n'a pas évoqués jusqu'à présent, savoir ceux qui vont animer la course, les baroudeurs, voilà. Alors, méli-mélo, je vous donne tous les noms que j'avais notés, hein, et vous allez me dire si vous voulez réagir sur... voilà, je vais vous donner la parole et vous réagissez sur les noms que vous voulez. Donc j'ai une liste une douzaine de noms, je dois avoir. Bon, déjà, le problème dans ma liste, j'ai la moitié de la loto déjà, parce que la loto, elle arrive avec une équipe de... Là, on parle. À la fois pour Greipel, mais aussi avec une bonne équipe de baroudeurs. Et donc là, j'ai Benoît. Alors Benoît, toi tu disais peut-être pourquoi pas pour le maillot blanc, donc ça serait s'il jouerait le général, mais bon, moi Benoît, je l'avais noté pourquoi pas sur les baroudeurs. Mais j'ai aussi De Gent, Van Aendert, et j'ai même rajouté Marcinski, qui nous a sorti une dernière Volta plutôt pas mal. Ensuite, j'ai Tom... Alors là, putain, les prononciations, on sait que c'est toujours le running gag du podcast, Skynes. mais là... Voilà, Skynes. Oh putain, tu as deviné lequel j'avais du mal. Bah, t'as dit Toms, du coup, Tom Skynes, donc le mec de la Trek, l'Autrichien. Lol. J'ai aussi Gaudu qui vient clairement pour jouer des étapes et absolument pas le général, donc je le mets dans cette catégorie. Avec son collègue, pourquoi pas Mollard aussi. J'ai aussi Nils Politt pour un remake de Paris-Nice. Kung aussi. Kung, le Suisse de la BMC qui pour moi peut aussi se montrer à son avantage en tant que baroudeur, avec son gros moteur. Valgren, Omar Friday, Luis Leon Sanchez du côté d'Astana.
Et ensuite, Barguil, pourquoi pas, hein, en espérant qu'il sorte enfin de sa torpeur cette année. Calmejane, chez Cofidis, j'ai même rajouté Errada, Rezus de son prénom. Et ensuite, j'ai noté Nieve et Atapuma. Alors, j'en ai sans doute oublié. Moi, c'est ceux qui m'ont sauté aux yeux parmi la catégorie baroudeur, ceux qui peuvent gagner une étape en solitaire ou pas. Voilà. Et si vous avez d'autres noms, si vous voulez réagir sur les noms que je viens de vous donner, c'est le moment. Qui veut se lancer en premier? C'est le moment de la libre antenne, un petit peu. Cette année, enfin maintenant, Barguil, il va avoir énormément de pression. Parce que il a dit en interview, moi je m'en fous de ma saison, ce qui compte c'est le Tour de France. Du coup, il est obligé de sortir un gros truc. Et ça va être dur parce que l'année dernière, il nous avait déjà sorti un truc énorme. Donc cette année, il va devoir faire au moins un peu moins bien. C'est-à-dire au moins aller chercher... Au minimum une étape, quoi. Ouais, au minimum, grand minimum une étape. Parce que s'il fait pas ça, il est mort. Ou le maillot à poids. Ouais, ou le maillot à poids. Mais s'il fait pas ça, il est mort. Il est mort, mort sa carrière. Enfin, ouais, sa carrière, elle est... Bon, morte, c'est un peu violent, mais en tout cas, elle prend un bon gros coup dans l'aile. Ouais, elle prend un gros coup, quoi. Parce que là... C'est la première année où, en fait, une équipe mise tout sur lui. Il est leader absolu de la Fortuneo. Et pour l'instant, la Fortuneo, c'est la catastrophe, c'est la débandade. C'est ridicule depuis le début de saison. Il n'y a pas d'autre mot en termes de résultats. Ouais, ils ont fait leur première victoire. Ils ont eu leur première victoire sur le Tour de Haute-Savoie et c'est Maxime Bouet qui l'a eu, mais sans gloire, parce que c'est que des amateurs derrière. Donc, non, mais ce n'est pas une course professionnelle, c'est une 2.2. Ça ne compte même pas comme une victoire professionnelle. Officiellement, ils ont 0 victoire. C'est fait, voilà. Fortuneo, c'est une catastrophe. Alors, c'est pas la seule équipe. Vital Concept est aussi en dessous de ce qu'ils avaient prévu. Après, ils ont quand même. Oui, de ce qu'ils avaient prévu, mais encore. De ce qu'ils avaient prévu. Ouais, mais Vital Concept, ils ont des victoires. Oui, ouais, au moins ils sont parfaits. Donc, mais Cocard est moins fort que peut-être que certains avaient prévu quand ils l'ont recruté. Mais bon, voilà, et même s'ils sont un petit peu déçus, ça reste quand même potable. Mais Fortuneo, mais c'est catastrophique. Enfin, c'est un échec total pour l'instant. Et si le tour est raté, mais je sais pas sur combien d'années ils ont prévu l'engagement, Fortuneo, mais là, ça va chauffer dans les oreilles. Là, hein. Il va y avoir du changement, je pense. Hein. Enfin bon. Allez-y, je vous laisse parler sur Barguil, là, si vous avez des choses à rajouter. Ou sur d'autres coureurs aussi. Là, je vous dis, hein, c'est le moment libre antenne. Je vous laisse les commandes de l'émission. Bah moi je vais parler un peu des lotos, hein, parce qu'il faut. Il faut en parler un peu. Vas-y. Du coup Benoît, ouais, je pense qu'il va tester Enfin, j'aimerais bien le voir se tester un peu de jouer le général, même si, il va faire top 15, quoi, maximum. Mais voilà, j'aimerais bien voir ce qu'il vaut en truc, même si là je pense que il a pas une très bonne équipe. Enfin, il a une bonne équipe, mais ils vont pas tous l'accompagner. Ça va surtout être des baroudes pour les autres. Ouais, voilà. Bon, s'il joue le général, Benoît, il a pas non plus le standing pour que son équipe. Oui, voilà, soit non, mais genre en avoir un, tu voilà. vois, en avoir un, c'est bien, tu vois, genre un petit truc, un petit gars qui peut l'accompagner. Bon, il a Van Endert qui c'est la renaissance, la 3e renaissance de sa carrière, peut-être qu'il pourra l'aider. Van Endert en montagne, il gaze là. Mais l'année où il performait. Oui, l'année où il performait, mais là cette année, on a vu sur le. C'était 2011. 2011 où il gagne une étape et. Ouais. Mais là, on a vu sur le Dauphiné qu'il était moins, enfin qu'il était moins revenu en hibernation. Voilà, c'était surtout sur les trucs de puncher, enfin les petites côtes qui s'en sortent. Ouais, genre mur de Bretagne, ça peut lui convenir. Mais attention à la Philippe. Voilà. Mais voilà, à la Philippe, je pense c'est quand même meilleur, hein, clairement. Voilà. Et sinon, pour en revenir à Barguil, j'espère qu'il va faire un bon truc parce que là, je pense qu'il a vraiment tout axé dessus et que je pense, comme vous l'avez dit, ça lui ferait mal quoi de rater. J'espère pour lui qu'il a tout axé dessus parce que sinon. S'il a tout axé sur les championnats de France, c'est très inquiétant. C'est pas fou quoi. Et donc ouais, et un peu déçu de pas voir Pierre-Luc, hein, évidemment. Petite pensée pour lui. Comme tout le monde. Oui. Et pour revenir à ce que tu avais dit, j'aurais peut-être rajouté Tony Martin parce que bon, il a 150 ans, mais il peut toujours sur les chronos ou sur des petites étapes de bourrin s'en sortir. Mais voilà, ouais. Sinon, à peu près tout ce que tu as dit, je les vois bien partir en échappée. Vraiment. Les Rezus Serrada, Nieve, ça dépendra de Adam Yates, je pense. Les trucs comme ça.
Après, Lucien Nieve, Sanchez. alors, Nieve à voir, il sort du Giro, donc je sais pas si ça sera le grand Nieve, hein, mais bon. Après, sur le Giro, il a été en dedans pendant les 3 quarts de la course, c'est qu'en dernière semaine qu'il s'est un peu réveillé, quoi. Non, il Donc, était peut-être pas que- trop dégueu sur la course. Il aidait bien Yates hein, au début. Ouais, mais bon, Nieve, tu pouvais faire. Nieve, t'es censé t'attendre un petit peu plus qu'un mec qui accompagne. Il faisait un truc à la Sky dans le sens où il roulait, et puis au bout d'un moment, il s'écartait, quoi. Bon, il a quand même fini par gagner son étape. Et en après, il a dernière gagné semaine. son étape, mais parce qu'il y a eu les problèmes de Simon. Ok. Awen, ton avis sur Ouais, voilà, c'est- des coureurs à citer Ouais, bah Barguil, je pense qu'il va quand même gagner une étape. Il a tout prévu pour, en espérant que ça lui sourise, quoi. Ça serait dommage quand même d'avoir tout foiré à ce point-là. Sinon, je miserais bien sur des coureurs qui vont aller chercher des étapes dans les classiques un peu de Ghent. Et je vois bien aussi Van den Aert. Je sais pas pourquoi sur l'étape de Quimper, même si j'aurais tendance à dire la Philippe, mais ouais, De Quimper ou de. de Quimper. Mur. Ouais, de Ah, de Quimper. 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 Mur, je pense que c'est pour la Philippe. De Quimper, je vois bien Van den Aert. Quimper, moi, franchement, si j'ai un prono à faire, c'est Sagan. Hein. Sagan tous les jours. Ouais, et même pour Mur, Sagan, ça ressemble Ah oui, à Hauteville. Après, c'est Bah, Sagan. Quimper, pour qu'il gagne, faudrait limite qu'il fasse que Van der fasse qu'il a tenté sur Liège, mais que ça marche, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Qu'il s'échappe à une dizaine de kilomètres dans Ah oui. une ou deux bosses et qu'il tienne jusqu'à la fin, quoi. Mais bon, Ouais. vu ses capacités de rouleur, j'ai un peu de mal à y croire. Ah, bah, sinon, je vois des mecs Boasson Hagen aussi. Faire, je sais pas trop pour les sprints du coup, je l'imagine très bien dans les échappées un peu régulièrement. Également des mecs comme Andersen qui n'aura pas, enfin, ce sera Matthews pour les sprints, donc lui il va également aller chercher dans les échappées. Et voilà, Slackler aussi. ouais, Dans le aussi. style. Slackler. Et Andersen qui a gagné comme ça en Suisse, tout récemment. Ouais. Ouais. En plus, sur une étape au profil pas facile en plus, donc vraiment le coureur passe-partout, hein, ce Soren Kragh Andersen. Ouais, c'est vraiment ce genre de coureurs qui vont débuter assez régulièrement, je pense, le Tour de France. Ok. Des choses à rajouter Alex, si t'as parlé sur Barguil, t'avais d'autres noms ou pas Je sais pas si on avait cité Navarro. Ah non. Navarro, du coup, pour la Cofidis. Guillaume Martin pour Wanty et Lucian Sanchez pour Astana. Navarro a fait un très beau Dauphiné. Ouais, et d'ailleurs Navarro, alors en fait je l'avais mis dans une liste que j'ai complètement oublié d'évoquer. C'était dans la liste des mecs pour le classement général, mais qui sont, voilà, c'est un petit peu les outsiders de 3ème catégorie, où j'avais Guillaume Martin et Navarro dedans, en fait, mine de rien. Parce que Navarro, effectivement, il sort 9ème du Dauphiné et 2ème de la Route d'Occitanie. Je sais pas s'il va vraiment viser le général, mais bon, je sais qu'il l'avait déjà fait. Il a déjà fait une 9ème place sur le Tour de France, Navarro, par exemple, il y a quelques années. 2014, je crois, ou 2015, je sais plus. 2013. Ah, c'était En encore plus vieux 2010, que je le il pensais. était pas mal aussi, mais c'était avec Astana, donc c'est complètement grave. Il y a 8 ans, donc. Non, mais voilà, du coup, ouais, effectivement, Navarro. Moi, ça m'étonnerait pas que Navarro essaie de jouer le général, tu vois, très sincèrement, plus que jouer les étapes. Après, que ça stagne aux alentours de la 11-12e place, ça m'étonnerait pas non plus, mais voilà, pourquoi pas. Côté français, il y a Roland, donc classique, il y a Vichot, Mollard, et puis bien sûr, côté belge, Philippe Gilbert. Aussi, ouais. Tant à l'oublier celui-là. Et côté Direct Energy, l'équipe elle est pas trop mal, mais c'est vraiment centré étape ou rien. Du coup, Lilian Calmejane, Sylvain Chavanel et Rein Taramay. Donc voilà, tous des contenders pour une victoire. Et je crois que c'est tout. Voilà. Ouais, alors, le seul coureur que personne n'a cité de ma liste là, c'est David Gaudu. Juste, parce que quand même, il faut parler juste de David Gaudu. Rapide tour de table. Vous voyez faire quoi, David Gaudu parce que clairement, il dit qu'il vient pas pour le général, mais bon, en même temps, c'est son premier grand tour. Logique, déjà, ils viennent pour apprendre avant tout. Mais est-ce que vous voyez capable de... Enfin, on se doute qu'il va aller chercher les échappées en montagne, mais est-ce que vous voyez capable de la mettre au fond, sachant que, bon, c'est un énorme espoir, mais que cette saison, il est peut-être pas au niveau auquel on attendait. Voilà. Je sais pas, Awen Ouais, il va se montrer en Bretagne, parce qu'il est chez lui. Montagne aussi, il va faire quelques échappées, je pense à la Roland. Voilà, de faire quelques places d'honneur, mais pas gagner. Je le vois pas gagner. Bon, après, ça serait très tôt, quand même, mais bon. Ah oui, voilà. C'est son premier grand tour aussi, il faut qu'il prenne le temps. C'est ça. Théo, Alex, allez-y, Et sur le cas Gaudu, hein, si vous avez quelque chose à dire, évidemment. Il y a un peu pareil.
Quoique, je me dis pourquoi pas. Il pourrait peut-être en gagner. En fait, ça dépend du nombre d'étapes qui sont laissées aux échappés, en fait. Parce que ça dépend si les favoris veulent vraiment se jouer un peu comme sur le Giro, où ils se jouaient quand même pas mal d'étapes. Et c'était que sur la fin où ils ont laissé un peu des étapes aux échappés. Ah ouais, c'était le seul grand tour hein, pour les baroudeurs, le Giro. Ouais. Ils ont pas pu se mettre grand-chose sous les dents. Hein. Et du coup, ça dépend. Genre, si ça repart comme sur le Giro, bah là, donc clairement, genre, je pense que les étapes pour échapper, elles vont être tellement bataillées que je pense qu'il ne tiendra pas. Mais dans le cas contraire, eh ben ouais, je le vois bien claquer une, pourquoi pas. Sur une étape de moyenne montagne. Je le vois pas sur les très grosses étapes. Je le vois sur une étape un peu moyenne. Ok. Alex, pour conclure. Non, je le vois pas vraiment gagner, mais j'aimerais bien qu'il finisse le tour. Voilà. Déjà, ce serait bien. Oui, j'avoue, déjà, ça serait très bien. Hein, Finisse l'étape des pavés déjà. ça lui permet de prendre la caisse, etc. Et j'avoue, ouais, l'étape des pavés, elle fait très peur hein, pour un mec qui pèse 50 kg. 45 kilos. Attends, quoi qu'il arrive, vu la présence de cette étape... 53, ils disent, d'après PCS. Oh la vache. Ah non, mais c'est une crevette. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent le voir un jour capable de gagner un grand tour. Enfin, il aura beau travailler tous les contre-la-montre qu'il voudra, il pourra jamais vraiment... ça va être compliqué quand même. Hein. Pozzovivo est pas trop dégueu en contre-la-montre, alors que c'est dans le même style de coureur. Ouais, non, mais Pozzovivo, il fait 60 kilos. Ouais, mais s'il prend un peu de muscle. Non, il fait 53 kilos. Pozzovivo, 53. Il est plus petit, ah ouais beaucoup plus petit, Pozzovivo. Et Pozzovivo fait 10 cm de moins. Ah ouais, moi aussi. Ça fait 8 cm de moins. Ouais, bon, bref. Affaire à suivre, hein, de toute façon, Godu. Ouais. Très bien, bon, mais voilà, bon, là, on a tout fait, là, c'est bon. Là, je pense qu'on a été complet en termes de présentation, on a tout évoqué, le guide est terminé, là. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous devez savoir pour le Tour de France, ça a été évoqué. Il y a même plus, je pense. Oui, voilà, vous avez même rajouté 2-3 trucs en plus pour faire joli. Juste avant de se quitter, juste, tradition, le prono, voilà, très rapidement, on va faire un tour de table. Le top 5 que vous avez, qui veut se lancer, qui est prêt, qui est sur les starting blocks, qui est prêt à me donner son top 5 là. Top 5 sur... et sur le Giro, juste avant de lancer, sur le Giro, on n'était pas si dégueulasse que ça, je tiens à vous dire. J'ai quand même revérifié, on a un historique de pronostics dégueulasses sur le podcast, mais sur le Giro, on n'était pas trop dégueulasse. Bon, si on change évidemment l'abandon de Pinot, que personne n'avait anticipé, mais sur le reste, c'était pas mal. Personne n'avait anticipé Simonez aussi fort non plus. Moi, je l'avais anticipé dans le top 5. Hein. Bon, finalement, il a fini par craquer, mais je l'avais mis dans mon prono, quoi qu'il arrive. C'est vrai. Passons au Tour de France. Personne avait mis Pinot hors top 5 Je ne sais plus ça, par contre. C'est étonnant. Ah, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Allez, merci, Alex. Eh ben, Alex, allez, vas-y. Non, ton top 5, Alex. Alors, premier, le Brésil, deuxième, l'Angleterre, troisième, l'Uruguay. Oh là. Pardon, c'est pas le bon. Ah, désolé. Premier, Froome, deuxième, Quintana, troisième, Thomas, quatrième, Porte, cinquième, Bardet. Ok, donc 2 Sky sur le podium, je note. Oh, pardon, et il faut inverser Quintana et Porte. Donc ça ferait 1 Froome, 2 Porte, 3 Thomas, 4 Quintana, 5 Bardet. Comment t'as fait ton top? Le mec s'est gouré en lisant 5 noms quand même. Oui. C'est parce que tu les Bien as joué à pas toi. dans l'ordre, c'est ça? Ouais, je les ai pas mis dans l'ordre. Bien joué à toi. Allez, Théo, à ton tour. Alors, 5ème Quintana, 4ème Bardet, 3ème Thomas, 2ème Zacharine, 1er Porte. Ok. Alors, prise de rêve. Ouais, un petit peu. Awen? Premier Quintana, deuxième Bardet, troisième Nibali, quatrième Porte, cinquième Danemark. Oh, sympa. Le premier Dibali apparaît. Voilà. Parce que mine de rien, vous y croyez tous. Là. Oui, mais oui, il va nous Ah le non, faire. j'ai pas Il y en a dit- qu'un seul qui est dans ce top 5. Hein. J'ai pas dit top Ouais, 5. non, mais- non, mais Alex, en tout cas, il avait dit ouais, j'y crois pour le top 5. Et finalement, il l'a pas mis dedans. Hein. Je note. Hein. Je me Ouais, souviens c'est de- parce que je prends pas de risque au cas où Froome décide de partir, je mets Thomas par là. Je m'en souviens. Bon, et le mien, 5ème Fuglsang, 4ème Zacharine, 3ème Bardet, 2ème Thomas, 1er Porte. Voilà. Réponse dans 3 semaines pour savoir qui aura été le meilleur ou plutôt le moins mauvais. Hein. Souvent, c'est sur ça qu'il faut trouver. En attendant, là, je pense que vraiment, c'est le moment de conclure. Donc, le traditionnel mot de la fin. Bon, Alex, étant donné qu'on est sur un podcast qui dure 3 heures, enfin, l'enregistrement, en tout cas, durait 3 heures et des poussières. Ça va être coupé en 2, je le rappelle au montage. Je t'exempt de ta métaphore de 25 minutes avec des avions et des accidents aériens. C'est trop gentil. Juste un mot de la fin très classique que tu as à dire. Ama, bande d'enculés.
Ouais, tout en finesse, hein, ce mot. Sympa. Ok, très bien. Tu es responsable de tes propos, hein, tu peux dire ce que tu veux. Awen, un mot de la fin de ton côté? La France sera championne du monde. C'est bien, voilà, les supporters sont là. Non, MDR. aucune réaction. Non, Alex, t'as fini, c'est ton mot de la fin, t'as plus le droit de parler. C'est fini. Ah, Théo. quand on va se faire sortir par l'Uruguay, ça va. Ah Allez Théo, je te laisse dire ton mot de Et la fin. bah, aussi. merci de nous avoir écoutés, d'avoir eu le courage de tenir 3 heures, ou un peu moins peut-être. Et voilà. Ouais, ils vont faire 2 fois 1h30, hein, logiquement, hein, les Ouais. podcasts. Et puis bon Tour de France. Voilà, exactement. Bon Tour de France et on va quand même essayer de mettre en place 2-3 trucs pour le Tour de France. Des petits lives, hein. On avait fait ça sur le Giro, il n'y a pas de raison qu'on n'essaie pas de faire la même chose sur le Tour de France, comme on l'avait fait l'an dernier. Donc restez à l'affût et logiquement, on devrait essayer d'organiser ça sur des journées de repos. Bon, même si pour l'instant, on n'a rien prévu. Enfin, on est comme d'habitude en mode amateur, hein, on va pas se mentir, mode guérilla. On prévoit pas à plus de 2-3 jours d'avance. Donc, mais bon, logiquement, il y aura du live à venir sur le Tour de France. On va essayer de mettre ça en place. Ne vous inquiétez pas. Sur ce, en tout cas, quoi qu'il arrive, une bonne première semaine de Tour de France, en espérant que les pavés soient une boucherie, que le contre-la-montre par équipe soit une boucherie, que les étapes de vallon en Bretagne soient une boucherie. Bref, du spectacle. Et bon début de tour. Ciao. Salut. Au revoir.